J'ai fait le calcul l'autre jour, j'ai déjà investi plus de 200 000 € en formation, en accompagnement, en mentorship, en mastermind, etc. Lohan, putain, ça fait longtemps qu'on devait se capter. Ouais. On se connaît depuis longtemps, t'es sur Annecy. On s'est raté hier. On s'est raté hier. Oh, ce fail, mec, je suis tellement désolé, cette action, parce que je note tout dans mon agenda. À chaque fois, je suis hyper régulier là-dessus, hyper assidu, parce que là, j'ai mon opération la semaine prochaine, donc je dois vraiment tout aligner. Et c'était dans une conversation Instagram, Ouais. et je sais pas pourquoi. Je pense que c'était le jour où je suis parti à Paris derrière, j'ai dû m'endormir dans le train, une connerie comme ça, et je ne l'ai pas noté dans mon agenda, et après, fini. Je suis pareil. Et tu m'envoies le message, toujours bon pour ce matin, et là, je comprends pas au début, je lui ai dit ce matin, quoi? Mais je viens de rentrer de Paris et tout, je comprends pas, je suis paumé. Putain, et je remonte la conversation, c'est moi qui te propose mardi 23, je fais, ah, ce loser. Ça arrive, je suis pareil. Et en plus, sur les conversations Instagram, mine de rien, on ne traque rien, on n'arrive pas à réserver les rendez-vous dessus. Donc, Enfer. Désolé, mais heureusement, tu as réussi à me caler le lendemain matin. le principal, c'est d'être là aujourd'hui. Ouais, putain, et c'est toujours cool de catch-up, mec, mais putain, bah pour les gens qui te connaîtraient pas, si tu étais amené à le speech rapide, parce qu'on va rentrer dans le détail, on va aller loin, on va parler de plein de trucs. Tu es dans un Uber, le mec te demande ce que tu fais. T'as pas beaucoup de temps, qu'est-ce que tu priorises? Je dirais que je suis coach sportif de formation Ouais, et qu'aujourd'hui, j'aide d'autres coachs sportifs à développer leur activité. ok. Parce que ça a commencé comme ça pour toi. Tu as été coach au départ. Oui. Et, est-ce que c'était quoi ton truc? Parce que c'est vrai que tu m'as un peu captivé dans le sens où je comprenais pas trop ce que tu faisais. Tu étais entre la France et la Suisse. C'est quoi, toi, ton background à ce niveau-là? Donc, tu étais un coach sportif, mais du coup, explique-moi un petit peu ton histoire de PT. En fait, je suis même pas coach sportif de base. Ok. À la base, je suis dans le monde du sport depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai joué au foot pendant très longtemps. À haut niveau. À haut niveau, Ouais. centre de formation, dans des clubs. J'ai joué en Bretagne, à Guingamp notamment, pour devenir professionnel là-bas. Ok. Ça a capoté. Merde, pourquoi? C'est-à-dire, en gros, tu arrives à un moment donné dans un niveau, Ouais. c'est soit tu arrives mentalement à te mettre au niveau du monde professionnel, Ouais. soit tu restes amateur, c'est-à-dire que tu supportes pas la concurrence, c'est trop dur pour toi, tu n'es pas prêt à faire l'extra mile, le truc en plus, et c'est clairement ce qui m'est arrivé, tu vois. Ok. Donc un jour, je pète un câble, j'avais 17 ans et demi, je me rappelle très bien ce jour-là, concurrence de ouf, je commençais à moins jouer, alors qu'à l'époque, j'étais toujours le joueur qui jouait tout le temps, titulaire machin. Un jour, je prends une ou deux réflexions par le coach, j'assume pas, je pète un plomb, je dis puisque c'est comme ça, je rentre chez moi et je suis rentré directement, quoi. Ah merde, t'as lâché l'affaire comme ça. Ouais, Tu jouais quel poste? def central. Ok. Ouais, bon, je joue Terrible, toujours en def plus, central aujourd'hui. Hein. Défense centrale, putain, c'est le pilier de la défense, quoi. Ouais. Ok. Ouais, non, et honnêtement, j'étais quand même un plutôt bon joueur, mais mentalement, ça n'a pas suivi. Le fait d'être loin aussi, de vivre en Bretagne à 17 ans, c'est le moment où tu commences un peu à avoir les copains, les copines, tu commences à sortir un petit peu, etc. Puis je me retrouve Guingamp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un trou paumé au fin fond de Je la suis jamais Bretagne. allé, Ouais, je pense que j'irai jamais. Genre, c'est horrible, tu vois. Enfin, vraiment, félicitations à tous les Guingampais pour vivre là-bas, parce que c'est compliqué, il n'y a rien. Et surtout quand tu viens de villes comme Annecy, qui sont plutôt cool, Ouais, il bien y a sûr. du monde, ça bouge, etc. Bref. Et du coup, pas supporté mentalement, rentré. Et là, je me retrouve 18 piges. J'avais arrêté l'école parce qu'en fait, à Guingamp, je n'ai pas d'école. J'étais en STAPS là-bas, mais j'arrivais pas à y aller parce que j'entraînais le matin, le soir. Du coup, j'avais préféré arrêter l'école. Je te passe les détails, bref. Je rentre ici, puis tu te dis, mais maintenant, tu fais quoi? Parce que le foot pro, tu as mis une croix dessus, toi. Et là, je reprends une école, je reprends un BTS NRC, rien à voir. Je me dis, vas-y, je vais faire un truc fait qui un lui NRC. m'accepte. Ouais. Ok, Un truc qui lui m'accepte, tu vois, il y a un truc qui s'appelle l'IPAC ici, je reprends les cours. Et il fallait trouver une alternance. Et moi, je suis une pipe, hein, je sais rien faire. Je me dis, allez, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je cherche des trucs pour vendre des fenêtres, des machins. Et là, je postule à une salle de sport qui est à Annecy, juste à côté là-bas. Ok. Et la nana me rappelle et tout, ouais, on cherche quelqu'un pour faire la réception. Et en fait, je démarre comme ça dans le fitness. C'est-à-dire que je suis pris en alternance à la réception. Sauf que moi, intelligent à l'époque, au bout d'un mois, j'arrête l'école. Ça me pète les couilles, mentalement pas prêt, je préfère aller en soirée, nanana. Ok. Donc ça fait péter l'alternance? Ah ouais. Bah, en fait, à la base, ça doit faire péter l'alternance. Et je vais voir la nana de l'alternance, je dis écoute, j'arrête l'école et tout machin, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et elle me dit bah écoute, t'arrêtes le truc et tout. Et en fait, elle me rappelle le lendemain, elle me dit bon, j'ai bien réfléchi cette nuit, j'ai un truc pour toi. Et là, boum, CDI. CDI à la réception de la salle. Ok, d'accord. Donc franchement, je te cache pas, miracle. Ouais. Tu vois, je bossais putain, bien, la j'aimais vache. quand même le monde de la salle de sport, bref, je démarre là. Et après, je deviens assez rapidement, 6 mois après, je deviens commercial, c'est-à-dire que je vends des abonnements à la salle.
Donc en fait, tu reçois les gens, tu leur présentes la salle, tu leur fais faire un tour et surtout ton job, toi derrière, c'est de leur faire signer le contrat et surtout de leur vendre le plus de prestations possible. Ouais. C'était une salle moyen haut de gamme Ok. Et et on vendait pas mal de trucs. après, tu prends une com. Et tu prends une com Ok. sur les abonnements qui sont signés, mais en plus, tu as pour but de fidéliser aussi les gens sur le long terme et qui restent le plus longtemps. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et je bossais plutôt pas mal. Et un jour, j'ai un mec qui m'appelle et qui me dit écoute, j'ai une place pour toi en Suisse, Ok. dans une salle en Suisse qui à l'époque s'appelait Silhouette, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été racheté aujourd'hui ce groupe. Mais du coup, c'était. Tu te fais approcher comment? J'en sais rien. Dans quel cadre? Je sais pas. Le gars me contacte un jour sur LinkedIn, Oh putain. mais je sais pas comment. Tu vois, je sais Ouais. pas. Je Ok. peux pas te dire, et aujourd'hui, avec le recul, je sais pas te dire comment ce gars-là m'a connu et pourquoi moi, tu vois. Et du coup, je pars en Suisse, je trouve un job là-bas, et du coup, à ce moment-là, je vois surtout un truc, c'est que bon, je vois que je suis très bon. Vendre, franchement, je commençais à devenir vraiment intéressant, parce que déjà, je répétais un maximum de ventes tous les jours. Ouais, J'avais ouais. entre 7 et 10 rendez-vous par jour. Ok. Donc quand tu fais 7-10 rendez-vous par jour à signer des abonnements, que tu es un peu formé à la vente et que tu répètes et que tu commences à apprendre un peu le truc, ça va vite. Ok, ok. Et du coup, en Suisse, ça se passe super bien. Et puis surtout, en Suisse, la différence, c'est qu'il y a plus d'argent. Ouais. Et je vois aussi certains coachs qui gagnent beaucoup d'argent à entraîner des gens. Et je me dis, tiens, ils gagnent plus que moi à la réception. Puis à ce moment-là, j'étais très drivé par l'argent. Et ce qui est normal. Et puis à l'époque, toi, il y en avait besoin. J'en avais besoin. Ouais, ouais, carrément. Et du coup, putain. je me forme personnel training. Donc, je vais à l'école en Suisse. C'est une école qui s'appelle FitzPro. Je fais personnel trainer, instructeur de cours collectifs. Ok. Et ensuite, vu que je suis déjà dans la salle, j'ai tout de suite des clients. Boum, je démarre comme ça. Sur le tas, et je fais mes coachings. Je fais quelques cours collectifs, Les Mills, 2-3 Tu faisais du Les Mills? Ouais. Quelle horreur. Je fais du body pump, du sprint et du RPM. Ok. Au niveau du vélo, Oh le vélo, là j'adorais. là. Mais par contre, j'adorais ça. Ok. Et l'aventure, elle commence comme ça. Putain. Ouais. Tu faisais du RPM du coup avec le micro et Ouais, c'est ouais, toi qui tu pédales en même temps. Ouais, exactement. Mais quel plaisir, tu vois. Ok, t'as jamais été, donc du coup, tu étais dans le côté personnel trainer, parce que j'essaye d'apparenter un peu avec moi ce que j'ai fait quand j'étais personnel trainer, parce que moi, je voulais atteindre un physique déjà avant même ouais. de coacher des gens. En fait, le coaching, j'aimais bien, mais j'étais pas drivé par l'argent, j'étais drivé par la passion du truc, en fait. J'adorais coacher, j'adorais me transformer moi. Et je pense que c'était un tort de ne pas être drivé par l'argent parce que j'aurais pu aller plus loin dans cette voie-là. Mais toi, tu avais un but à côté au niveau entraînement parce que tu faisais plus de sport. Si, Comment ça se passait? à l'époque, je jouais encore au foot. Ouais. Quand j'ai arrêté à 17 ans, j'ai pas arrêté le foot. J'ai Ok, continué ok. et j'ai joué dans des niveaux à peu près corrects ici. Je jouais à Annecy, j'ai joué en National 3, National 2. Et j'ai toujours continué jusqu'à là. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai arrêté la semaine dernière. Tu as joué sacrément longtemps du coup. Ouais. J'ai jamais. En fait, j'ai commencé personnel trainer, je m'entraînais pas. Ça paraît ouf. Mec, tu fais partie des gens que je supporte pas. Ouais. Tu sais, qui vont te coacher mais qui n'ont pas le physique Ouais. que tu veux. Mais par contre, j'avais un physique. Ok, ok. Parce qu'en fait, t'es footballeur. Ouais. Donc en fait, t'es footballeur à côté entre les entraînements, les renforts qu'on te met, etc. Mais j'allais pas à la salle à proprement parler. T'étais pas un Non, buff, j'étais pas quoi. un buff, T'étais, pas du tout, tu vois. T'étais genre un Ronaldo, quoi. Ouais, mais voilà. Alors évidemment, j'étais pas Ronaldo, mais j'étais vraiment correct. Et Ouais. il y a une clientèle pour ça. Il y Ouais, a des bien gens sûr, excellent, ouais. que tu inspires, notamment une clientèle plutôt féminine. Ah, Et- malin. Ouais, mais c'est la réalité. Ok, et puis aussi, ok. tu as beaucoup de mecs qui veulent pas forcément être très très costauds et bien qui sûr. recherchent juste à être bien. Tu vois, généralement des gens qui sont en léger surpoids, etc. Ouais. Et moi, j'avais cette clientèle-là, en fait, directement. Génial. Et puis également, de par mon parcours de sportif, tout le monde le savait. Tout le monde savait que je jouais à un plus ou moins haut niveau. Ah, ok. Et les gens, ils mettent aussi de la valeur Ça te là-dedans. file une crédibilité. Ouais, les gens, ils mettent quand même ils mettent beaucoup de valeur. Et ça, c'était cool. Et c'est aussi une des raisons qui a fait que ça a marché assez vite, quoi. Ok, hyper intéressant. Et du coup, après, une fois que tu fais ça, donc tu commences dans le personal training, tu commences à te lancer dans ton truc, donc tu vends plus de membership à ce Non. moment-là, tu as switché complètement. En réalité, je suis manager du club, Ouais. donc je fais de tout. Ah, t'es manager du Ouais. club. À ce Mais moment-là, la je deviens position manager. qui t'a offert le mec, c'était juste salesman. Je commençais sales Ouais. à la réception, Ouais. la même chose. 3 mois après, j'upgradais donc personal trainer, instructeur de cours co. 6 mois après, je passais manager de la structure. Est-ce que tu penses que ce cadre-là, ce scénario, il est possible en France? De moins en moins. Parce que là, tu me fais halluciner. En fait, tu fais tes preuves, Ouais. ça plaît. Tu fais tes preuves, ça Ouais. plaît. Et t'es monté en 6 mois, t'es passé de salesman à manager du club. Ouais, exactement. Et j'ai jamais vu ça en France. Ouais. Je pense que c'est possible. Ok. De moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de jobs salariés à plein temps dans des structures, notamment salles de sport. Ouais. Mais je pense que c'est possible en fait. Ok. Euh, Donc tu penses qu'il y a encore au mérite, ça se fait si tu te sors les doigts et que tu montres que tu as de l'ambition et que tu n'es pas juste là à subir et à attendre En fait, la fin de la journée. Ouais. En fait, je pense qu'il faut faut juste comprendre, faut inverser un peu le processus et se mettre Ouais. à la place d'un directeur de structure ou d'un patron. Ok.
Et il faut se demander quel type de personne cette personne-là va valoriser dans son entreprise. Ok. Et qui est-ce qu'il va faire en sorte de rapprocher de lui dans les échelons hiérarchiques ou dans la structure de la boîte. Et en fait, tu dois juste te dire que c'est uniquement les bons éléments, ceux qui quotidiennement font le taf et surtout qui rapportent de l'argent à l'entreprise. Ok. C'est ça l'intérêt. À hauteur d'une petite boîte, ouais. Est-ce que tu penses que si c'était une chaîne? C'était une chaîne. On avait 23 clubs. Ok. Donc et j'ai eu la chance d'être le manager de la plus belle structure, la plus neuve et surtout le club premium. On avait 2 clubs premium et j'étais manager du plus gros des 2. Donc c'était génial. Mais quand j'y réfléchis avec le recul, c'est en soi logique parce que je vendais très bien les abonnements. Je mettais en place mes propres stratégies de vente dans mon club pour moi et mes vendeurs à la réception. Je vendais du personal training, je fidélisais la clientèle. J'étais la personne qui drivait le plus d'argent pour la structure. Okay. Sans comparaison aucune. Donc là-dessus, tu prenais des initiatives sur les offres. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de suivre les offres de la chaîne en elle-même. Est-ce que c'était normé? En fait, de base, c'est normé, mais ça ne l'était pas vraiment. Parce que quand tu creuses un petit peu sur ce qu'ils faisaient, moi, dans ma tête, j'avais déjà les idées de dire « Ok, mais moi, avant, dans ce que je faisais en France, on faisait ça comme ça et ça marchait bien. » Et en fait, je suis venu amener mon expertise perso en disant au patron directement, un jour, je le chope et je lui dis « Écoute, voilà comment on vend les abonnements. Mais est-ce que tu sais qu'on pourrait au moins gagner au moins 500 balles par personne en plus par inscription? Ah bon, comment? Et là, je lui démontre par A plus B. Puis mieux que ça, la semaine d'après, je lui fais 4 ou 5 ventes comme ça. Le mec, il se dit quoi? Bien sûr qu'il y a un truc à faire. Il met en place ce protocole dans tous les clubs. Il voit que ça marche. Boum, tu continues. Et là, automatiquement, tu as apporté déjà, tu es venu mettre ta pierre à l'édifice dans la société en tant que salarié. Donc déjà, tu fais plus que les autres. C'était pas volontaire à l'époque, je savais même pas que j'étais en train de faire un truc cool, tu vois. Mais tu fais un truc de plus et d'ailleurs, tu ramènes plus d'argent à la boîte. Le patron, il se dit quoi? Ce mec-là, j'ai envie de le mettre en avant. J'ai envie de l'aider et j'ai envie qu'il continue. Cette mentalité, elle me plaît beaucoup. Là, ce message est hyper pertinent. Tu vois, je m'attendais pas du tout à que... Je savais pas ce type de vécu que tu avais eu. Et ça, c'est hyper inspirant pour tous les gens qui, aujourd'hui, ne sont pas entrepreneurs, justement, parce qu'on parlera de ce sujet-là après, parce qu'il n'y a pas de mieux. Il y a des gens qui sont très bons en salarié, des gens qui sont très bons en entrepreneur. C'est pas parce que tu n'es pas entrepreneur que tu es une merde. Et en salarié, il y a moyen d'être très bon comme tu l'as fait, mais de se faire valoriser et d'être du coup plus payé et de monter les échelons plus rapidement. Et ça, si ça peut inspirer des gens au maximum, c'est très cool. Parce que pas de se dire, ok, j'ai cette position-là, mais après, en fait, derrière, de se dire, tu es livré à toi-même, c'est de ta faute si tu ne montes pas plus haut. C'est pas d'attendre la promotion. C'est que toi, tu as mis en place les choses pour te faire promouvoir sans avoir été là. Ouais, mais moi, j'aimerais un peu plus. Du coup, c'est assez dingue. Cool. OK. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Tu mets en place… Donc, je mets en place ça, grosso modo. Ça se passe plutôt bien. Et je vais même aller plus loin dans le truc, tu vois. À un moment donné, ce que je faisais marchait tellement bien que je suis même amené à… Du coup, je forme tous les autres coachs et toutes les autres salles donc à la vente des programmes, etc. Donc, je suis limite au recrutement RH et à la formation. Enfin, un truc de dingue, tu vois. Et à l'époque, je ne suis pas vieux, hein, j'ai 23 piges. Mais bon, bref, pour la petite histoire, ce qui se passe, c'est que quand tu as 23 ans, que tous tes collègues ils sont plus âgés que toi et que tu deviens top, boum. Et là, je n'ai pas été prêt. Ça a été très dur, en fait, le retour de flamme de se dire, mais les gens te respectent pas, surtout ceux qui t'ont vu évoluer depuis en bas, etc. Et là, de nouveau, mentalement, il se passe un truc de ouf, tu vois. Mentalement, il se passe un truc, ok. Pour la faire simple, manager, c'est un boulot qui est très difficile. Pourquoi? En tout cas, de mon expérience, c'est que tu gères que de la merde. C'est-à-dire, tu gères les problèmes en interne d'équipe, tu gères les problèmes du club, donc la structure en elle-même, les problèmes des clients, tes propres problèmes, le problème des patrons qui viennent te redescendre des choses. Et en fait, tu gères que des problèmes de tous les aspects. Et en fait, quand tu as 23 piges et que tu n'es pas préparé à ça, notamment au management, et que d'un coup, boum, tu prends toutes ces problématiques d'un coup, bah, ça fait trop en fait. Tu vois, ça fait beaucoup trop. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc là, je prends une sorte de… J'aime pas dire burn-out parce que je pense que c'est pas ça, mais je fais un trop-plein. J'ai un trop-plein, si tu veux, un emploi du temps chargé, des horaires de dingue, le sport à côté, la pression aussi du sport de haut niveau, du foot de haut niveau. Et puis du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Et là, boum, en fait, un jour, du jour au lendemain, mon club se fait racheter par une société qui s'appelle Migros en Suisse, qui est très connue. Et ils rachètent les clubs, etc. Et en rachetant les clubs, ils me disent, on va devoir baisser ton salaire. Je gagnais très bien ma vie à l'époque, du coup, avec tout ça. Et moi, je dis non. Ils te disent ça? Ouais. Bah en fait, ils reprennent un truc, c'est très normé à la Suisse. Migros, c'est les supermarchés?
Migros, c'est supermarché. Ouais. Et ils ont Voilà. racheté les gyms. Voilà, ils ont une chaîne qui s'appelle Active. Ok. Et en gros, cette chaîne-là rachète toutes nos salles et du coup. Et les transforment en actives. Exactement. Ok. Et du coup, par la même occasion, ils reprennent une partie des équipes, notamment les meilleurs. Ouais, Ils dégagent les moins Ils bons. réforment tout, quoi. Ils réforment tout. Donc moi, ça ne m'allait pas. Bref, génial. Je me dis, ok, je pars indépendant. Ok. Tu vois. T'as pas eu peur de là, tu t'es dit en fait je me casse, ça me casse les couilles, j'ai mieux à faire. J'ai pas eu peur parce que la chance que j'avais, c'est que j'avais déjà anticipé un peu le truc. Bon, déjà, j'avais un peu d'argent de côté. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que tu sais que ok, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et puis du coup, j'avais anticipé le coup en me disant ok, je savais que ça allait être acheté, je savais que j'allais être baissé. J'ai sondé mes clients, j'ai dit qui est-ce qui veut continuer à s'entraîner avec moi. Ok. 97%, j'ai pas de stats, je te dis ça à l'arrache, Ouais. quasiment tous. Je crois qu'il y en a une qui a pas continué avec moi parce qu'elle voulait rester à la salle parce qu'il y avait tous ses enfants et tout. Ouais. Tous a dit on continue avec toi. Ok. Excellent. Ok. Tu vois. Et là, j'avais mon matelas de sécurité, je me dis allez, on fonce dans confiance. cette aventure indépendante. Et indépendant du coup, tu t'es mis à les entraîner où? Alors, pour certains chez eux, Ouais. ceux qui avaient la place et ceux qui avaient il y en a qui ont des gyms à l'intérieur de leurs apparts, tu vois, donc c'est assez ouf. Et sinon, dans des studios. Sur Genève, le studio. ouais, tu loues des à petits l'heure. studios. Il y a beaucoup Ouais. de studios qui font ça. Ça leur permet eux de monétiser un Bien peu sûr. leurs espaces vides et puis le temps libre. Et moi, je payais à l'heure en fait et aux clients que je ramenais et je gagnais toujours plus de marge de toute façon que dans une salle de sport classique où sûr. ils me prenaient un plus gros pourcentage. Ok. Putain, ça commence à être solide du coup parce que là tu switches d'un coup, t'as plus cette sécurité entre guillemets d'avoir ton Ouais. salaire, d'être payé tous les mois, mais tu sors de là, t'as quand même un safety net, t'as un peu de cash, tu deviens personnel trainer, tu coaches les gens chez eux. Là tu t'es déterre là en tant que coach, parce que je sais qu'il y a des coachs qui vont nous écouter. Tu gérais combien de clients là, comme ça à domicile? Je pense que j'en avais à peu près 15, Ok. 16. Ok. À peu près 15, 16, mais que je voyais toutes les semaines. Ok. Tu vois. À part, tu sais très bien, ceux qui partent en voyage. Mais de temps combien en de temps, séances etc. par semaine du coup? Bah, entre une et deux par personne. Ouais, donc Et j'ai un ou deux clients que je voyais 3, 4, 5 fois par semaine. Donc tu faisais 30-40 Ouais. heures de personal training. Ouais, toutes ça les envoyait du lourd. semaines. Ok. Ouais, Putain la vache. ouais, ça envoyait du lourd. Et ça fatiguait. J'ai jamais fait ça. Ouais. Putain, c'est incroyable. Ok. Waouh. Et à quel moment est-ce que tu as eu un déclic de te dire, en fait, je veux plus faire ça? Parce que moi, quand je t'ai rencontré, tu faisais déjà plus ça. Ouais. Donc pour remettre dans le contexte, tu as été mon premier coach business, en fait. Donc rien à voir. Enfin, rien à voir. Connecté à la niche, mais du coup, tu n'es Ouais. plus du tout dans le coaching des clients pour le fitness. Donc tu fais ça combien de temps? Le coaching individuel, Ouais. 3 ans. Tu fais ça 3 2 ans, ans. donc 2 ans et demi, 3 jusqu'à 26 ans, quelque chose comme Ouais. ça. Et à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Il se passe le truc que, à l'époque, je suis bien copain avec un autre coach. On bosse dans une salle tous les deux, en fait. Et on est bien potes, on se lie d'amitié et tout. Puis il voit que je commence à prendre un petit virage, tu vois, je commence à communiquer un peu sur mes réseaux sociaux. En fait, dans ma tête, Un petit quoi? VRH? je prends un petit virage. Ah, un petit virage. Ouais. Quoi? Je connais pas l'acronyme. Non, en fait, à l'époque, pour te mettre le truc, je vois qu'à un moment donné, tu vois, je vais pas tenir. Ok. Parce que quand tu fais toutes ces heures, et là je te compte que les heures entraînées. Ouais. Mais si tu comptes les déplacements, Les préparations, la préparation, c'est alors je épuisant. préparais plus trop mes séances, Ouais, ouais. mais par contre, les déplacements, les retards, les bouchons, Genève c'est horrible. Donc j'étais en scooter, tu vois, pour maximiser les déplacements, tu es en scooter dans Genève, Ouais, tu du prends coup, une amende toutes les 2 secondes, Waouh. tu as le stress de la journée, tu as le retard de un, l'annulation de dernière minute de l'autre, etc. Et à l'époque, je me dis, putain, ok, là je suis jeune, ça passe, mais combien de temps, tu vois, je vais tenir ce rythme? Et je voyais certains coachs qui étaient beaucoup plus vieux que moi, qui se ruinaient, tu vois, dans le coaching. Alors attention, on se payait bien, etc. Mais je voyais que c'était une vie à 2000 à l'heure. Tu es obligé de coacher en présentiel, tu es obligé d'enchaîner les clients, tu ne peux pas trop partir en vacances, parce que quand tu pars, tu sais pas trop où Bah, les clients t'es vont plus partir, payé. tu n'es plus payé. Et je comprends assez, je capte assez vite ce truc, tu vois. Et je me dis, je vais lancer quelque chose en ligne. Et j'ai ce truc en tête, je ne sais pas trop comment faire. Et je commence à publier un peu sur Insta. Ok. De la merde, hein, quand je regarde les trucs que je fais, c'était de la folie. Et là, j'ai un mec avec qui j'entendais bien, il me dit ouais, Lohan, explique-moi un peu ce que tu fais et tout machin, on fait un truc ensemble. Et il me demande ça une fois et je me dis putain, mais en fait, c'est-à-dire qu'il est en train de me demander des conseils sur ce que je fais, ce que je suis en train de mettre en place, ça veut dire qu'il est intéressé par ce que je fais. Et puis là, moi, je commence à trouver un truc qui était assez cool, c'est que j'arrivais à faire des pubs à Genève. Genève, je prononce avec l'accent, Ouais, c'est Genève. c'est vrai. Et en fait, j'arrive à faire des pubs, j'arrive à faire venir des gens dans des studios. Ok. Mais moi, vu que j'avais plus de temps pour moi, en fait, j'avais plus de temps pour les foutre dans mon emploi du temps, ces gens-là. Et ben, je commence à leur vendre des accompagnements, mais sans les voir. C'est-à-dire, je leur vendais des prestations de coaching, Ok. mais je leur disais, tu te fais 4-5 séances à l'époque, je sais plus comment on faisait exactement, mais en gros,
L'idée, c'était qu'ils viennent une fois tous les 15 jours pour faire un check-in avec moi. Ok, mais il venait Le en reste du temps, présentiel. en présentiel, une fois Ok. tous les 15 jours. Ok. Ok. Et le reste du temps, il fallait qu'ils s'entraînent tout seul. Et j'avais une petite app de coaching qui s'appelle Total Coaching, qui existe Ok. toujours. Hein. Et en fait, dedans, à l'intérieur, je mettais mes petites vidéos et je leur disais le reste du temps, tu fais tes séances toute seule. Et en fait, un petit peu inconsciemment, j'ai commencé à comprendre un modèle de ok, je décorrèle mon temps de travail de l'argent que je génère. J'ai des gens qui s'entraînent dans leur coin, qui viennent juste faire des check-in avec moi, et ça veut simplement dire que je peux prendre plus de monde et de ce fait-là gagner plus. Et mieux que ça dans le truc, c'est que je me faisais payer autant. Ouais. Tu vois, quasiment autant à quelques francs, c'est en francs du coup Ouais, en Suisse, ouais, mais à t'es- quelques francs près, les gens me payaient la même chose. En termes monétaires, voilà, mais tu étais quand même, en termes de temps, beaucoup plus libre. Bien sûr. Ouais. Entre quelqu'un que tu vas voir 2 fois par semaine et quelqu'un que tu vois une fois tous les 15 jours, bah, tu peux juste prendre 10 fois plus de personnes, tout en délivrant en réalité le même type de coaching, parce que la séance qu'ils vont faire tout seuls, grosso modo, c'est la même que j'aurais fait avec eux. Tu vois, je n'étais pas un grand coach non plus. Tu vois. Bien sûr. Et là, je comprends ce truc. Et là, il y a 2-3 personnes qui me voient faire, donc mes collègues de boulot à la salle, etc., dont ce gars-là qui me dit « explique-moi ce que tu fais ». Ça en emmène un deuxième « explique-moi ce que tu fais ». Troisième « explique-moi ce que tu fais ». Ok. Et là, je me prends de passion à expliquer en fait Ah. aux autres. Tu vois, je me prends de passion pour expliquer, ok, mais voilà ce que moi j'ai appris, voilà ce truc, voilà ça. Et au fur et à mesure qu'on me demande des conseils, moi aussi je monte mon niveau de compétence parce que plus ça va, plus je suis calé, plus ça va, plus j'apprends, plus ça va, plus je me forme. Et au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quoi que je préfère entre les deux? Tu vois, est-ce que je préfère coacher des gens à la salle ou est-ce que je préfère enseigner à d'autres comment eux trouver des clients et des trucs? Et le D'accord. choix, il a été fait là. C'est comme ça que tu as fait ce switch. Ouais. Que tu as complètement arrêté le coaching. Il s'est fait quand même sur plus longtemps, Ouais, parce ouais. que tu vois bien, entre tu lances une activité, bah, il faut quand même garder un certain revenu, etc. Bien sûr. Donc moi, la chance que j'ai eue, c'est que je réduisais mon nombre de clients au fur et à mesure. Donc en fait, en présentiel, tu réduis ton nombre de clients. Donc d'abord, tu élimines un peu les clients avec qui ça fit le moins bien ou ceux qui sont le moins là. Ouais. Ceux-là, tu leur dis que tu arrêtes. Après, certains, tu leur dis, écoutez, maintenant, je travaille que le matin. Donc en fait, tu réduis ça au matin. Tu arrives dans une troisième phase où tu dis, ok, je vais travailler que 2-3 jours par semaine le matin. Ok. Jusqu'au jour où tu as ton activité qui s'est bien développée à côté et tu dis ok, je peux me permettre de tout arrêter et d'expliquer à mes clients que tu prends un virage. Ça se fait progressif, ça s'est pas fait genre un jour je me réveille et je dis allez c'est bon j'arrête tout, boum. Non, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Ok, compris. C'est ouf. C'est ouf parce que j'essaie, tu vois, je recolle tous les morceaux. Donc là, tu arrêtes complètement le coaching physique, enfin, pas le coaching physique, le coaching des gens en fitness à proprement parler. Donc tu changes de niche en fait. Donc ta technique d'acquisition, c'est plus du tout la Rien à même voir. après. Donc qu'est-ce qui fait, quand tu fais ce virage-là, vers quoi tu te diriges exactement? C'est quoi l'objectif après? Parce que tu veux coacher du coup des coachs. Ouais. Bah, en c'est- fait, c'est de la forme. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de la formation et formation. de l'accompagnement pour des professionnels. Ouais. Mais pas que des coachs fitness du coup. Si, que des coachs Si, fitness. que des coachs fitness. Ouais, fitness. fitness, mais après on prend aussi partie nutrition, etc. Ouais, parce ouais, qu'en enfin, vrai, la mais dans le remise en bien-être, forme, le quoi, fitness, etc. bien sûr, ok. En réalité, le vrai moment de bascule, il se passe que il y a un truc que je t'ai pas dit, mais j'avais aussi d'autres trucs à côté. Je fais un peu d'immobilier et j'avais aussi un café, un coffee shop. Où ça? À ce moment-là, à Cruzeil, proche de chez moi, Ok. sur la route en fait qui fait la France et la Suisse, la route des frontaliers. Et c'est quoi T'as fait ça de où? Si t'avais pas beaucoup de temps en plus, Ouais. il s'est passé Ouais, comment laisse tomber, c'est une époque où en fait, je regardais trop de vidéos de merde sur YouTube et t'as les mecs qui disaient faut diversifier ses sources de revenus, l'entrepreneuriat, ton métier, ton machin, ton truc. Et moi, je suis comme un con tombé dans le panneau et je commence à faire plein de petits trucs, tu vois. Ok. D'où ce coffee shop qui a pour tout et pour tout duré 9 mois. Ok, donc il Ok. n'existe plus. Il n'existe plus. Mais t'as ouvert un coffee shop. Ouais, j'ai ouvert un coffee shop. What the fuck? Tu vois, on avait les machines, on faisait tomber les cafés. D'où ma passion pour le café. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu bossais pas dedans du coup. Non, je bossais pas dedans. Donc t'avais recruté des mecs qui faisaient le Je taf. bossais pas dedans, mais vu qu'on ouvrait très tôt le matin, à 5h30 le matin, et que j'avais pas le droit légalement, je sais plus trop ce qu'il y avait comme règle, j'avais pas le droit de faire travailler les gens trop tôt, sinon je devais payer de nuit, etc. J'allais quand même faire l'ouverture avant d'aller faire mon premier coaching le matin. Ok. Donc c'est-à-dire qu'on ouvrait à 5h30, donc moi j'y allais à 4h45 tous les matins. Je faisais l'ouverture, je mettais en vitrine les trucs, etc. Je préparais les machines à café, je mettais la mise en place, etc. Et ensuite, les salariés arrivaient et eux, ils bossaient. Mais tout ça pour te dire quoi? Pour te dire, le moment de bascule, il est qu'un jour, j'ai un pote qui vient me voir et il me dit, Kevin, il s'appelle. Et on boit le café. Tous les jeudis, on se rejoignait 14h, on buvait le café dans mon coffee shop. Ok. Et il me dit, et j'étais explosé, j'étais fatigué. Ouais, Mais tu franchement, sans j'étais blague. usé. Et il me dit, écoute, Loan, je t'admire et tout, franchement, tu fais énormément de choses. Et il me dit, par contre, je vais pas te mentir, j'ai l'impression que tu fais tout pas bien. Et franchement, sur le coup, Ça je fait me dis, mal. quel enfoiré. En plus, lui, à l'époque, il était au chômage.
C'est-à-dire qu'il travaillait pas, Ah oui. etc. Et moi, je me cassais le cul à faire plein de trucs dans tous les sens et lui, il me dit ça, tu vois. J'avoue, c'est dur de prendre ça venant d'une personne qui est au chômage. Ouais. Mais généralement, il y a des potes comme ça qui sont. C'est les seuls qui osent te dire les Ouais. bonnes choses. Ouais. Mais ouais, ok. Et puis du coup, ce truc-là, il me reste toute la journée. Et en plus, on part fâché. C'est-à-dire que moi, tu me dis ça à ce moment-là, en plus fatigué et tout, bref. Et là, j'y pense toute la journée. Je dis, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Tu vois. Et le soir, je rentre du foot, de l'entraînement, et dans ma tête, je me dis, mais il a raison. Parce que si je dois tout regarder, je fais tout moyen. Ok. C'est-à-dire que j'avais encore des clients en présentiel, en coaching physique. Ok. Je délivrais franchement un coaching très bas de gamme, parce que quand tu es fatigué, que tu enchaînes le matin, tes 4-5 sessions à la suite, à la chaîne, en étant à moitié en retard Ouais, la moitié du temps, bref, c'est déjà de la merde. Derrière, je commençais à faire mes petites bidouilles en ligne, je le faisais pas très bien. J'avais mon coffee shop, je faisais un peu d'immobilier, d'Airbnb à l'arrache. Ok. Ok, je faisais tout à l'arrache. Et même mon foot, j'étais même plus performant et j'étais même plus bon et je devenais nul. Putain, Et en le fait, mec, je me dis, quand t'as tout ce mais que c'est pas t'alignes. faisable. Ben, c'est pas faisable. Mais sauf que je me rendais pas compte. Ouais. Parce que je croyais qu'il faut diversifier ses sources de revenus, tu vois. Et là, je me dis, putain, mais il a raison. Et là, je me dis, ok, je coupe tout ce qui. Et à ce moment-là, franchement, ce jour-là change ma vie. Et franchement, je remercie Kevin pour ça. Parce que ce jour-là, je me dis, ok, c'est comment je me vois dans 20 ans. Ça va être quoi ma vie? Et en fait, de là, je prends la décision. Je me dis, qu'est-ce qui peut m'amener là, en fait, par rapport au Lohan que je veux être? Ouais. Clairement, un coffee shop, ça m'amènera jamais là. Ok. Ok, ce que je voulais, c'était de la liberté géographique, financière, temporelle, c'est-à-dire m'organiser un petit peu comme je Bien voulais, sûr. etc. Dépendre de personne. Ok, je veux pas dépendre de salariés, je veux pas dépendre d'un commerce physique, je veux pas dépendre des clients dans un périmètre, etc. D'un patron. Ouais. Et voilà, ni d'un patron, ni de mes clients. Parce que je voulais pas être attaché à mes clients en physique et devoir dépendre de ces gens-là. Bref, et je me dis, qu'est-ce qui me permet d'arriver là? Je fais le tri. Ok, j'élimine. Coffee shop, j'élimine. Personnel training physique, je commence dans ma tête à me dire, attention, il va falloir penser à trouver autre chose parce que c'est pas un business, c'est un job, tu vois, quand tu vas échanger tout le temps contre de l'argent. Et à la fin, je me dis, ok, ça va être le business en ligne. Ok. Et ensuite, c'est de se dire, est-ce que mon business en ligne, je le fais et je continue à vendre du coaching sportif, comme je le faisais, ou est-ce que le business en ligne, je le fais en faisant mes accompagnements pour les coachs? On va dire que la part du gâteau est plus grosse dans le coaching sportif parce qu'il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'argent à faire dans le coaching sportif. Mais moi, ma passion, c'est le marketing. Ouais. Tu vois. Et c'est là où j'ai dû juste me remettre en question et dire c'est quoi que j'aime profondément. Tu vois. Est-ce que c'est l'entraînement sportif ou est-ce que c'est le marketing et expliquer aux autres comment attirer des clients, faire des ventes, etc. Et ça s'est porté sur le point numéro 2. Puis surtout, ça se vend pas la même chose. Même s'il y a plus de monde en coaching, tu peux pas faire payer un coaching tous les mois à 1000 balles par mois, quoi. Ouais, ça dépend. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle du make money, c'est-à-dire que tu aides les gens à générer plus de revenus. Voilà, ouais. Parce que du coup, la promesse, elle est un peu plus simple à vendre dans le sens où bah, tu payes tant, mais tu vas gagner tant. Donc en fait, tu vas rembourser ta formation. Ouais, exactement. Parce que dans le coaching, et c'est ça en fait qui m'attriste aujourd'hui, c'est que tu as des gens du coup qui veulent pas payer un coaching parce qu'il n'y a pas cet aspect palpable monétaire. Retour sur investissement. Voilà, le retour sur investissement, c'est leur santé Ouais. et c'est leur bien-être, leur confiance en eux. En fait, quand tu vends tout ça, mais évidemment que ton coaching à 200 balles par mois, il est rentable. Bien sûr. Mais du coup, il est plus dur, je trouve, à Ouais. vendre. Enfin, en tout cas, moi, je suis une bite en marketing, comme je te disais là-dessus. J'arrive pas à vendre ça très, très, très bien. Mais c'est vrai que les bénéfices, tout, c'est une liste, ça te transforme en une nouvelle personne et j'en suis la preuve vivante. Ouais. Mais ouais, je comprends totalement. Je dirais pas qu'avec le recul, parce que j'ai fait les deux, je Ouais, sais, ouais. je dirais pas que c'est plus facile de le vendre. Ok. Je pense que c'est pareil. Par contre, on peut vendre plus cher. Ça, c'est une certitude. Mais il y a moins de monde. Il y a moins de monde, forcément. Donc, si tu prends l'un dans l'autre, je pense que j'ai beaucoup moins, dans ce que je fais aujourd'hui, clairement, j'ai un potentiel qui est bien moindre qu'un business de coaching en ligne qui cartonne. Où tu vas certes pouvoir facturer un petit peu moins, Ouais. mais déjà conserver les gens plus longtemps. Ok. Tu vois, parce que quelqu'un que tu entraînes et que tu accompagnes, qui est dans ta communauté, etc., il peut rester très longtemps. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, bah, tu auras peut-être gagné, et ton entreprise aura peut-être gagné plus d'argent que moi, par exemple, une formation. Et surtout, tu as beaucoup plus de monde à aller chercher. C'est illimité. C'est vrai. Big up au Hybrid Training Club. Merci les gars. Tous les membres du Hybrid Training Club, je vous suis reconnaissant et merci d'être là. Non, et puis comme tu le disais, tu vois, le seul truc, c'est que la différence, c'est que retour sur investissement financier, c'est facile que les gens, comme tu dis, tu fais le calcul, ok, Lohan, il va m'aider à gagner tant, si j'investis tant, je suis rentable. Ce qui est un peu plus difficile, c'est de faire prendre conscience aux gens dans le sport que, en fait, le retour sur investissement, il va être rapide, c'est-à-dire un changement physique, etc., mais sur le long terme, de leur faire comprendre les bénéfices et en quoi ça va changer leur vie et en quoi ça va transformer leur vie. Ouais. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas, c'est aussi la mentalité française,
que investir en soi, sa santé, etc., c'est peut-être le meilleur investissement financier qu'on puisse faire. Absolument, c'est un investissement sur soi qui change tout. Et ça me fait rebondir sur un point. Tu dis mentalité française, et moi je viens du milieu anglo-saxon. Ouais. Et des fois, c'est arrivé plus d'une fois que je questionne ma décision de faire mon contenu en français, tu vois. En anglais? Non, parce qu'au début j'ai commencé en anglais, Ok. mais j'habitais à l'étranger. Et quand je suis revenu en France, on me poussait de tous les côtés en me disant, mec, maintenant tu es en France, vaut mieux que tu switches en français. Et au début, c'est sûr que j'ai eu un petit arrivage de gens, je savais pas que tu étais français, trop cool. Mais ça a atteint un sommet ou pas très haut. Et je me dis, putain, en fait, si j'avais continué en anglais, peut-être que les gens, du coup, ont moins cette. Vu que en tout cas, le domaine du fitness est vachement plus avancé ailleurs, tu vois, déjà rien que la prise de protéines en poudre vient à peine d'être acceptée en France, mais par les femmes, c'est encore genre, oula. Ouais. Alors que moi, quand j'entraînais des gens il y a presque 10 ans, les femmes prenaient déjà de la protéine en poudre. Et c'est elle qui te demande pourquoi tu n'en prends pas. Voilà, et c'est ça. C'était déjà un classique. Et je me dis, mais il y a tellement d'avance. Pourquoi est-ce que j'ai switché en français ici? Parce que tu essayes d'inculquer la chose. Tu vois. Je suis arrivé, je remets dans le contexte, je rentre en France 2017. Je sors, je suis dans une bulle functional training, tu vois, l'entraînement fonctionnel qui ne veut certes pas dire grand-chose, mais qui a quand même sa philosophie derrière d'entraînement et son style, qui a tous ses bénéfices, etc. En France, je me suis fait lyncher quand je suis arrivé sur YouTube, une chaîne qui n'a jamais explosé, du coup il y a 7000 abonnés, mais j'avais fait 100 vidéos très vite, hein. J'étais très très régulier là-dessus, mais jamais ça a pris. Tu n'avais qu'une petite partie qui s'intéressait, mais beaucoup de gens qui étaient fermés à la question. C'était, ce mec, c'est Jean-Claude Van Damme. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Nous, on est dans le truc body, un jour pec, un jour bras, machin, tu nous casses les couilles, en gros, voilà. Et je me dis, putain, si j'avais continué en anglais et que je m'étais adressé du coup à une audience qui était plus éduquée, en tout cas plus à jour sur ce qui se faisait dans le fitness, est-ce que j'aurais pas eu plus de potentiel? Et c'est là où je me suis toujours dit, putain, est-ce que c'est pas un regret parce que tu peux pas savoir. Tu choisis toujours des niveaux, des voies dans ta vie. Parce que comme je disais aussi, quand je suis rentré en 2016, j'ai eu le choix de soit j'avais une place, une offre d'emploi à Las Vegas, j'avais une offre d'emploi à Dubaï et j'avais l'opportunité de créer Sync avec mon pote Kevin. On a tous un Kevin. Ouais, tous un Kevin. Donc j'avais ces trois voies en fait. Et aujourd'hui, je me dis, mais si le Quentin de l'époque, il n'avait pas pris Sync, il avait pris Dubaï, ou s'il avait pris Las Vegas, où est-ce qu'il serait aujourd'hui? Forcément que mon contenu serait resté en anglais, parce que jamais je serais rentré en France. Est-ce que ce serait mieux aujourd'hui? Personne ne peut le dire en fait, j'en sais rien. Et tu peux pas te dire, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, parce que tu sais même pas ce qui se serait passé, potentiellement ça aurait été moins bien, tu n'aurais pas eu la liberté que tu voulais, etc., etc. Parce que dans tous les cas, c'était des job offers. Il n'y en avait qu'une des trois qui m'offrait de devenir mon propre patron. Les deux autres, c'était, tu t'entraînais des gens, tu étais dans un 5-star hotel à Dubaï, à côté du Burj Al Arab. L'autre côté, c'était que tu bossais dans un F45 training à Las Vegas, à Henderson, dans une banlieue résidentielle riche. Ouais, mais à quel moment j'étais indépendant? À quel moment j'étais libre? À quel moment je me levais plus à 5 h du matin? Parce que ça, je le faisais depuis plusieurs années, me lever à 5 h du mat quand je bossais à Fitness First et à F45 en Australie, en Angleterre. Et c'était plus le lifestyle que je voulais, quoi. Donc ça, c'était dur. Donc je me dis, je peux pas vraiment avoir de regrets. Mais tout ça pour dire, c'est toujours une question que je me suis posée. C'était simplement pour rebondir sur le fait que tu disais mentalité française. Et quelque part, ça fait chier. Parce que tu te dis aussi, quand tu étudies le marché, parce que même toi, en plus, quand tu étais à Genève, c'est francophone, mais c'est quand même... Ah, c'est pas francophone. C'est pas très francophone, ouais, c'est pas francophone. Genève, c'est plus ouvert, c'est très cosmopolite, d'autant plus. Ça parle français, mais c'est pas trop francophone. Et là-dessus, tu t'es jamais posé... Est-ce que tu coachais des fois en anglais? Je coachais tout le temps en anglais, et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. J'ai appris l'anglais en coachant les gens. Ouais, vraiment cool. Mais juste pour revenir à ce que tu dis, là, à un moment où je te parle, je lance aujourd'hui mon business en anglais. Ah, ça y est. Ça y est, tu vois, aujourd'hui. Intéressant. Ouais. Pour les raisons que tu as évoquées, de taille de marché, les raisons qu'on sait, c'est-à-dire le marché est beaucoup plus grand. Ouais. Il y a une autre culture. Les gens aiment investir pour apprendre, pour se former, pour se développer, autant sur l'aspect santé que sur l'aspect business, que sur l'aspect relations, bref, tout ce qu'on connaît. Et même moi, c'est un challenge, tu vois. C'est super intéressant que tu dises ça. Moi, je me suis toujours posé la question aussi de faire mon contenu en anglais et en français. Je l'ai fait au début, ça ne servait à rien. Je prenais pas de traction, et puis c'était 2 fois plus de travail, c'était très compliqué. Puisqu'après, tu avais aussi le raisonnement de te dire, ok, le marché anglais, il est gigantesque, mais il est potentiellement un peu plus saturé, il y a beaucoup plus de concurrence. En France, il est plus petit, c'est plus niché, mais du coup, tu as moins de concurrence. Il est plus facile franchement, sans rentrer dans la critique,
En France, je trouve qu'il y a peu de compétences dans le marché du coaching. Il y a peu de gens que je trouve très pertinents sur le marché et qui sont à la pointe vraiment de ce qui se fait. Et il y a quand même beaucoup de monde qui veulent changer leur vie à travers le coaching. Donc tu te dis, OK, il y a moins de monde, mais il y a moins de concurrence. Donc j'ai potentiellement de la place et potentiellement de la place pour éduquer aussi. Ce que K-Suisse d'ailleurs fait très bien. Parce que dans l'éducation pure et dure, donc éduquer, ça marche bien. Mais j'ai été confronté plein de fois à cette fermeture d'esprit envers l'éducation nouvelle. C'est ouais, non, en fait, non. Bon, on m'a dit ça, donc non. Et ça, c'est chiant. Comment tu contrecarrerais, toi? Quelle idée tu aurais derrière ça? Si tu étais à ma place, par exemple, qu'est-ce que tu ferais? Et moi, la première chose que je ferais, c'est que j'étudierais juste simplement l'opportunité, c'est-à-dire la taille du marché. Ouais. Je vais parler de mon cas. Je pense que mon marché, il est très petit. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis des coachs sportifs. En France, il n'y en a pas des millions. D'accord, ça se compte en dizaines de milliers entre ceux qui cartonnent, etc. Donc à un moment donné, c'est petit. Et tu ne peux pas non plus exploser, du moins pas au niveau de mes ambitions. Bien sûr. Dans ce marché-là, c'est une certitude. Dans ton cas, ce serait de se poser la question, okay, c'est quoi la taille de mon marché? Il y a combien de personnes qui peuvent me suivre en 1 et potentiellement acheter mes services en 2? Et de déterminer si cette taille de marché-là, il faut la connaître, tu vois, et de dire, est-ce que ça va me permettre d'atteindre ce que moi, de ma vision, en fait, là où je veux aller, etc. Et de là, de prendre la décision, est-ce que cette opportunité-là, le véhicule que j'utilise, parce que le véhicule, ça englobe ce que tu fais, etc., mais ça englobe aussi la taille de ton marché, est-ce que ça va me permettre un jour d'atteindre cette vision que j'ai pour mon business et pour moi, tu vois. Okay. Et moi, je partirais déjà de ce constat-là et déjà de prendre tout ça. Je pense qu'il y a quand même du monde en France. Tu vois, dans le bien-être, dans la santé, dans l'entraînement que tu peux proposer, etc. Je pense qu'il y a moyen de faire quand même quelques millions. Comme on le sait, c'est qu'il y en a déjà qui l'ont fait avant. Bien sûr. Donc, du coup, ça veut dire que ça peut se faire, tu vois. Ouais. Et ensuite, je pense que la deuxième question à se poser, c'est quoi ton envie perso et qu'est-ce que tu as envie de faire, tu vois? C'est quoi tes challenges perso? C'est quoi? C'est super intéressant et plusieurs fois, je me suis posé la question du jour au lendemain, snapper en anglais. En fait, déjà, mon message, il est à travers apprenez l'anglais, ça va vous ouvrir des portes, c'est trop cool. Du coup, j'ai mon podcast qui a aujourd'hui 130 épisodes. Nous, on fait le 132 aujourd'hui d'ailleurs. Mais de là, j'apprends aux gens, enfin je pousse les gens vers cette voie-là. Tu vois, mon podcast, il n'est pas destiné au fitness. Il est destiné à cette ouverture d'esprit, justement, à prendre les gens, les reconditionner un petit peu, de se dire, attends, il n'y a pas tant de limites que moi je vois, est-ce qu'on m'a inculqué, j'ai pas des œillères. Réellement, le monde est très grand. Si j'apprends l'anglais, je débloque une skill qui me débloque un monde entier. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. En anglais, forcément, si je communiquais en anglais, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Mais moi, j'ai envie d'aider les gens qui démarrent comme moi. Je suis né en France, tu vois, donc même si j'ai eu la chance d'avoir un père qui était bilingue, il s'est autodidacté, si tu veux, il l'a appris tout seul, il est parti tout seul, et moi ça m'a inspiré, et maintenant j'ai envie de prendre ce rôle d'inspirateur. Allez, on le compte. Comment on dirait? Je sais pas. Un mec qui inspire. Une inspiration. Ouais, d'être une inspiration. Mais ça compte, on le compte. Ça compte, ouais. Ça existe peut-être, hein. De devenir inspirant pour ces gens-là. C'est là où je me dis, j'ai pas envie de gâcher ça, parce que j'ai envie d'ouvrir des horizons, et c'est aussi pour ça qu'à travers le podcast, certains épisodes, ils sont en anglais. Et ça pousse les gens à apprendre l'anglais. L'application mobile que je suis en train de développer, il y a beaucoup de franglais, il y a beaucoup de termes en anglais. Les exercices sont en anglais, parce que quand ils sont en anglais, il y a un seul terme. En français, on te les traduit de 4 façons différentes pour démontrer le même exercice. Et moi, ça me casse les couilles. Je trouve ça complètement con. D'autant plus que c'est un exemple que je cite souvent. Quand moi, je donne des exos en anglais et que je prends une bâche, je dis, mais gros, pour toi, tu sais ce que c'est un rowing bar? Mais rowing bar, c'est du franglais, mec. Rowing bar, ça ne veut rien dire. Non, mais en plus, c'est vrai. Cet exo m'horripile parce que c'est un bent over row. C'est un row en fait, mais du coup rowing bar, il y a le mot anglais déjà. Donc c'est ce genre de choses qui font que je suis pas trop adepte du marché français en général, mais j'aime tellement, c'est l'ouverture d'esprit. C'est pour ça que moi je vais me ressourcer à l'étranger. Mes grosses sources d'inspiration, elles viennent de 3 pays. Évidemment, ils sont faciles, hein. Les États-Unis, l'Australie et l'Angleterre. C'est aussi simple que ça. Pour moi, il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir certains mecs qui sont dans cette démarche-là. Des gars comme, je pense à Alexis Beck, qui lui a fait des formations à l'étranger, les a retranscrits pour le marché français. K-Suisse, à next level, parce que lui, il a vraiment tout fait à l'étranger et après derrière, il retranscrit en français. Et très bien, et c'est bien perçu. Mais la plupart de sa clientèle, quand même, c'est des coachs aussi qui veulent apprendre. Et quand tu viens taper population générale, est-ce que les mecs sont prêts? Et c'est là où je me suis rendu compte d'un truc, moi tout con, dans mon business.
J'arrive avec ma méthode. C'est là que tu vas me dire, marketingement, c'est pas malin, je pense. Tu arrives avec ta méthode, elle est next level, mais du coup, tu la vends pas bien parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir des abdos. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il faut leur vendre des abdos, mais après, tu leur donnes ce dont ils ont besoin, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, aujourd'hui? Je pense que c'est exactement ça. Je pense que le rôle du marketing, c'est de vendre aux gens ce qu'ils veulent et ensuite leur donner ce qu'ils ont besoin. Ouais, tu c'est ça. le sais, parce que c'est des sujets qu'on avait déjà. Exactement. Mais tu vois, j'ai repensé à toi parce que c'est un truc que j'ai pas imprimé. Et je l'ai imprimé il y a genre 2 mois. Quand je regardais mes pages de vente et je me dis, mais en fait, je vends un truc que moi, il me parle parce que c'est technique, c'est cool, machin. Mais quand tu es un mec qui s'entraîne pas trop et il veut quoi, le mec? En fait, il veut pas devenir un expert, il s'en bat les couilles. Non, mais non, c'est clair. En fait, ce qui est difficile, nous, dans nos postures de coach, quand on veut enseigner aux gens, c'est qu'on a envie de transmettre notre savoir, ce qu'on sait, pourquoi on le fait, et pourquoi ce type de programme ou ce type d'entraînement-là est bénéfique pour eux. Le problème, c'est que les gens normaux, qui ne sont pas coachs, quand je dis gens normaux, c'est les gens qui ne sont pas coachs, en fait, ils en ont juste rien à foutre c'est ça, de savoir générale, en fait, pourquoi, comment, etc. Ce qu'ils veulent juste savoir, c'est qu'est-ce que je dois faire pour obtenir quel résultat. Et c'est pour ça que, marketingment parlant, notre rôle à nous, c'est d'expliquer aux gens les résultats qu'ils peuvent obtenir, leur vendre ce résultat-là et leur dire voilà, c'est possible, regarde, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est des rôles modèles et tu l'es très bien dans ce que tu fais aujourd'hui. Et ensuite, une fois que ces gens-là travaillent avec toi, de leur expliquer que ta méthode, c'est celle qui va leur permettre d'atteindre ce physique ou cette santé ou cette vie qu'ils veulent avoir. Ouais. Hyper pertinent, forcément. C'est tout ce que j'ai fait mal pendant ces dernières années. Mais c'est une réalité, c'est une vérité. Et en vrai, il ne faut pas grand-chose pour des fois débloquer un message et c'est ouf. Donc toi, tu m'as l'air d'être un serial entrepreneur. Aujourd'hui, moi je te qualifierais comme tel, tu as fait plein de trucs. Mais aujourd'hui, tu te réserves à quoi? Parce que tu as coupé plein de sources. Tu fais quoi aujourd'hui? Franchement, alors je me définis perso pas du tout comme un serial entrepreneur. Ok, d'accord. Parce que tu vois, serial, je me dirais, c'est quelqu'un qui a lancé plein de trucs et qui a réussi plein de trucs. D'accord. Tu vois, oui, moi, si je dois résumer, j'en ai réussi 2. Tu vois, sur en vrai, 30 trucs que j'ai dû essayer. Mais tu as tenté plein de trucs. Plein de trucs. Ouf. Ouais, donc je dirais pas que je suis serial entrepreneur, je dis juste que je suis un entrepreneur et je pense que ça fait partie du chemin que de tester des choses et que 90% du temps ça marche pas jusqu'au jour où, tiens, boum, tu mets le doigt sur un truc qui colle, tu vois. Parce que le marché, parce que toi, tu t'y mets, tu y prends goût, tu aimes ce que tu fais. Et ce jour-là, tu dis, OK, est-ce que je suis capable de couper toutes les autres distractions et d'être focus sur ce truc-là, tu vois. Et du coup, moi, mon avenir, il est extrêmement simple. Il se dessine de plus en plus clairement. C'est de rester dans cet univers en ligne, déjà. Parce que c'est mes compétences, c'est mes connaissances. Tout mon savoir, il est ici. Et d'aider le plus de monde possible à vivre de leurs activités. Donc de rester typiquement là-dedans. Donc par exemple, tout ce que tu disais à travers Airbnb, tu fais plus trop... En fait, je continue à faire de l'investissement parce que c'est hyper important d'en faire régulièrement, surtout quand on gagne de l'argent. Et moi, mon principe, c'est de dire... Avant, j'avais le truc de croire qu'il fallait faire plein de trucs pour gagner plein d'argent. En fait, s'il y a bien un truc que j'ai compris en analysant les plus grands entrepreneurs de la planète, c'est qu'ils ont tous gagné de l'argent avec un moteur, une source, c'est-à-dire une entreprise, point. Et ensuite, ils diversifient leurs revenus pour diminuer le risque. Et à faire des investissements sur le long terme. Et du coup, maintenant, moi, mon truc, c'est de dire, je suis passionné d'immobilier aussi à côté, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Je peux pas être partout. J'ai des colocations, j'ai arrêté le Airbnb, ça prenait trop de temps. J'ai des studios, là, je suis en train d'acheter un petit immeuble. Mais par contre, je le délègue à 100%, ou quasiment 100%, parce que j'ai pas le temps. Moi, je mets l'argent et je veux juste un rendement à peu près comme ça. Donc, je continue à diversifier une partie de mes revenus tous les mois là-dedans. Et dans des trucs qui ne me prennent juste pas de temps. Et en plus de ça, je n'ai pas les compétences et les connaissances suffisantes pour pouvoir en créer un empire. D'accord. Mes connaissances, elles vont rester sur les business en ligne et je vais créer du revenu, je vais créer du cash de cette manière-là et utiliser ensuite ce cash sur des business ou des sources de revenus qui ne me demandent pas de temps ni d'énergie. Donc du coup, toi, en termes d'investissement, pour toi, ce qui est le plus pertinent, c'est l'immobilier. Je fais de l'immobilier et je fais sur des trackers en bourse. Qu'on appelle des ETF. Quoi, une S&P 500, ce genre de choses. Un bloc S&P 500 et puis MSCI World et puis je mets ça sur une assurance vie et je suis pas imposé dessus et puis j'ai un horizon de 20 à 30 ans. Donc ça c'est du lent qui est plus ou moins garanti. Exactement. En fait c'est trop marrant parce que si je te demande ça, c'est pas anodin. C'est parce que je me suis posé plein de questions et moi en investissement je suis une teub et j'ai même pas, vu que j'ai pas en fait vocation à vivre en France.
Je m'intéresse même pas à l'immobilier parce que c'est un domaine qui, moi, ne m'intéresse pas du tout et j'aime pas. Et j'ai envie de vivre une vie un peu différente. J'en parlais avec mon associé Kev hier, que j'avais pas envie de ce type de vie où tu fais de l'argent, t'achètes de l'immobilier, machin. C'était pas du tout ce qui m'attirait pour m'épanouir. Et le S&P 500, je m'étais dit, ouais, c'est un truc un peu safe, tu vois, comme acheter de la crypto ou quoi. Et je suis en train de lire un livre en ce moment, je sais pas si tu l'as lu, Le Millionnaire Fastlane. Non, je l'ai, mais je l'ai jamais lu. Il est d'une brutalité déconcertante. J'en suis à même pas la moitié et à chaque fois que je lis des trucs, je me dis, je suis qu'une merde parce que j'ai fait ça. Et il te dit, ne surtout pas s'amuser à rentrer dans des S&P 500 ou ce genre de choses parce que tu dépends d'une certaine spéculation, il n'y a rien de garanti, mais c'est surtout, ça te promet de devenir millionnaire dans 40 ans. Je te dis, mais dans 40 ans, quel type de santé est-ce que tu auras? Est-ce que tu seras encore là? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre ton argent ailleurs, dans un truc qui sera plus immédiat, un retour comme de l'investissement sur soi-même? Donc que ce soit un coaching pour augmenter son business ou un coaching fitness, des trucs qui vont te permettre à toi d'être plus performant. Et lui, puis, il est brutal dans son discours, parce que tu vois clairement qu'il n'a rien à y gagner, rien à y perdre, il s'en bat les couilles. Et j'adore du coup, parce que moi j'aime ce genre de choses qui ne prend pas de pincettes, machin, qui te dit, si tu as besoin qu'on te dise que tu es une merde, il te le dit. Il te le dit clairement, parce qu'il te dit, dans la vie, il y a plusieurs chemins. On est guidé pour être sur ce type de chemin, mais celui-là, personne ne va te dire d'y aller. Clairement. Parce que c'est celui qui fait peur, c'est le fast lane, c'est celui où tu fais beaucoup d'argent d'un coup. Mais du coup, ils ne te vendent pas un scheme get rich quick, au contraire. Mais il te dit que dès que tu as de l'argent, il ne faut pas le mettre là-dedans. Et c'est ça qui est ouf. Et même l'immobilier, il déconseille parce que ça dépend aussi de la conjoncture. Parce qu'il dit, en 2008, il y a eu le crash boursier. Il dit, moi, j'avais ma maison, elle a dépéri d'un coût de $800 000. Il dit, voilà. Alors que j'aurais pu la jouer différemment. Évidemment, il y a le discours un peu plus stable de l'immobilier. C'est le truc le plus stable que tu auras. C'est quand même une valeur sûre. Et je ne sais pas trop quoi en penser, tu vois. J'ai un avis dessus. J'ai pas lu ce bouquin. Mais je lis pas mal de trucs. Je comprends pas mal de trucs et je suis aussi pas mal de personnes bien avancées là-dedans. Et en fait, je pense que ça rejoint tout simplement un peu ce que je disais tout à l'heure, de dire d'abord, crée quelque chose qui te permet de générer du cash et de savoir c'est ce qu'il dit, lui, générer du cash. Parce qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, la première chose, et c'est pour ça que je pense qu'il y a, tu vois, moi je te partage ce que je fais aujourd'hui, mais c'est pas ce que je faisais il y a 3-4 ans en arrière. Aujourd'hui, je sais gagner de l'argent. Je gagne pas mal d'argent tous les mois. Si demain je dois gagner 10 000, en une semaine, je sais les faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, je sais parce qu'en fait, j'ai investi j'ai fait le calcul l'autre jour, j'ai déjà investi plus de 200 000 € en formation, en accompagnement, en mentorship, en mastermind, etc. Oh donc, putain, moi, je suis genre à 20 000 et je m'étais dit, oh là là, c'est tellement cher. Ouais, j'ai fait 200 000. Déjà, cette année-là, j'ai fait 80 000. Mais parce que quand tu vas en Idaho, Russell Brunson, ça te coûte combien ça? Déjà, juste l'année, elle me coûte 50 juste pour participer. Plus tous mes trajets, c'est le membership mastermind, il coûte 50 000 à l'année. Exactement, ouais. Mais en soi, c'est trop important. Et en fait, là où je te rejoins et tu as dit un truc franchement qui est ultra percutant et sur lequel je veux vraiment revenir, c'est que je suis intimement convaincu que tant qu'on ne sait pas comment faire ces premiers millions d'euros en entrepreneuriat, là je parle vraiment pour des entrepreneurs, etc. Et même pour n'importe quelle personne qui a des ambitions de devenir peut-être plus riche, de devenir une autre personne, d'être plus libre, etc. Je pense que tant qu'on n'atteint pas un certain niveau, je vais mettre millions comme barème, je pense que c'est pas trop mal. Je pense que la grande majorité de ce qu'on gagne doit être réinvesti en soi-même. Ses connaissances, ses compétences, ses croyances, c'est-à-dire changer qui on est, comment on perçoit les choses, qu'est-ce qu'on croit, changer aussi notre identité de personne, comment on peut évoluer, se former, apprendre, intégrer des cercles, etc. Acheter juste des livres déjà. Oui, exactement. Et il y a un mec, un entrepreneur aux États-Unis qui s'appelle Alex Hormozy. Lui, il dit une phrase, il dit au début, n'investissez certainement pas dans le S&P 500, mais lui il dit le SME. Oui, je l'ai vu passer. Et c'est génial. C'est-à-dire content de sa blague en plus. Exactement, mais en vrai, à un certain moment, à quoi ça sert d'investir de l'argent dans des trucs qui vont te rapporter 5%, 6%, 7%, peut-être 8% si tu as un peu de chatte. Alors que quand tu investis sur toi et que tu apprends à gagner de l'argent, tu sais comment apporter de la valeur aux gens, tu sais comment changer leur vie, transformer leur corps, leur physique, et en plus ça, tu sais le marketer et créer un business, et que tu es en capacité de faire 5, 10, 20 000 par mois, est-ce que tu n'as pas plus intérêt à faire un x 1000 dans tes revenus plutôt qu'un x 5%?
C'est ce que je me suis rendu compte. Parce que tout l'argent que j'avais de côté, en fait, je l'ai foutu sur un portefeuille crypto. Et j'ai arrêté de mettre de l'argent là-dessus. Mais en fait, c'est un portefeuille où, moi, en toute transparence, la crypto ne m'intéresse pas tellement. Évidemment, je suis rentré dedans quand tout le monde était là. Ouais, j'ai perdu 100 000. C'est trop bien. Ouais, tu m'as dit que tu avais perdu beaucoup d'argent. 87 000. Moi, j'ai eu de la chance où moi, j'ai rien perdu. Je suis en positif, mais pas de beaucoup. En réalité, pour le temps et l'investissement que j'ai mis dedans, ça valait pas le coup. Ouais. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai un rendement à 12% annuel parce que j'ai la moitié de mon portefeuille qui est en stablecoin, tu vois, l'USDC. Et c'est le dollar américain digital pour ceux à qui ça parle pas. Et en fait, de par ça, j'ai un auto. Mais demain, ça peut se casser la gueule, même si c'est stable, c'est toujours de la spéculation. Et cet argent-là, je me suis toujours dit, je ne le touche pas, mais c'est une somme conséquente. Et que du coup, à côté, j'ai mes checking accounts, comme mes comptes normaux où je dépense de l'argent. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai pas de thunes parce que forcément, il y a toute cette réserve que je ne veux pas toucher. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il faut que je fasse quoi? Est-ce que je mets S&P 500? Et j'ai commencé à voir Alex Hormozi, le bouquin là, et je me suis dit, mais en fait, il faut que je débloque ce compte, il faut que j'arrête tout et que là, je m'en serve et que j'investisse. Parce que chaque fois, tu vois, quand j'ai acheté des memberships, des formations, là, je suis sur le point de faire une nouvelle formation. Tu vois, déjà, j'ai déjà commencé le mentorship avec K-Suisse. Ouais. Là, je vais faire un autre mentorship avec un Australien, cette fois, pour diversifier mon approche et pas que ça vienne d'une seule source. Au contraire, j'en prends plein. Comme ça, à la fin, je globalise. Je fais mon truc et moi le but c'est de faire mon propre mentorship à une certaine période. Parce que je sais que j'ai beaucoup de coachs qui me suivent aussi et que je peux leur apporter ma propre valeur qui va leur apporter énormément dans leur coaching derrière en termes de compétences. Et du coup, pour en revenir à ça, c'était encore une espèce de connerie, j'ai l'impression, parce que c'est de l'argent qui, quand tu regardes à l'année, en fait, quand j'ai regardé, tu te dis c'est cool parce que ça te rapporte de l'argent et en fait en un an, ça m'a rapporté 2000 €. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est 2000 balles. Tu te dis, trop bien, c'est quand même 200 € gratuits qui tombent tous les mois. C'est de l'argent gratuit, quoi. Parce qu'en plus, je peux m'en servir avec une CB, donc je ne suis pas taxé dessus. Ouais. Mais derrière, est-ce que si j'avais débloqué ce contenu-là, que j'avais peut-être pris 5-10 000 et que je les avais investis sur moi et que du coup, j'avais mis en place davantage d'actions dans mon business et que j'aurais généré peut-être 20 000 de plus sur l'année, c'était pas x10. C'était pas plus mieux que en soi, le problème n'est pas la crypto en elle-même. Ouais. C'est l'investissement au rendement lent et dit safe, quoi. Ouais, et surtout, c'est quelle appétence et quelle compétence tu as dans ce domaine-là d'investissement. Parce que, comme je t'ai dit, moi j'ai perdu 87 000, mais je suis très content de l'avoir fait. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que je n'aime pas la crypto, je ne connais rien en crypto, et que quand le marché s'est cassé la gueule, j'étais même pas suffisamment intéressé par le truc et j'étais même pas suffisamment alerte de ce qui se passait pour sortir vite et pour me sauver. Ça veut juste dire quoi? C'est que je suis pas compétent dans ce domaine et on peut pas investir de l'argent dans des choses qu'on ne maîtrise ou qu'on comprend pas. Absolument. Et c'était mon cas. Après, il y a des gens qui maîtrisent la crypto, qui sont passionnés, qui lisent des trucs tous les jours, qui gagnent de l'argent et qui vont gagner énormément parce que c'est leur truc. Ouais. Puis qui trade au jour le jour aussi. Exactement. Ça, c'est un métier. Voilà. Ou d'autres qui le font sur le long terme, mais par contre ils savent exactement ce qu'ils font, pourquoi ils le font. C'était pas mon cas. Moi non plus, je connais rien et c'est pour ça que j'achète pas n'importe quoi. Ouais. Tu vois, j'ai la moitié, comme je te disais, c'est du dollar américain, donc bon, c'est stable, c'est axé sur le dollar US. Et après, j'ai du Bitcoin et de l'Ethereum et c'est tout. Ouais. Parce que je sais que c'est les trucs qui à peu près je m'amuse pas à faire n'importe quoi. Mais quand je regarde au jour le jour mon portefeuille, en fait, il bouge presque pas. Ouais. Je prends toutes les semaines, je reçois un email, vous avez gagné tant. En fait, ça me fait gagner 50 $ par semaine. Ouais. Mais c'est de la merde en fait. Quand tu comprends aussi, tu es entrepreneur, tu le sais très bien. Aujourd'hui, tu peux aider plein de coachs, plein de personnes à développer, et plein de personnes dans tes coachings. Tu peux développer des activités, tu as des marques, tu sais comment créer une brand, tu sais comment monter ton truc. Peut-être que tu mettrais plus d'argent et de temps là-dedans, tu aurais des potentiels qui seraient… Je pense que je devrais investir plus en coaching, c'est sûr. De se faire accompagner et je pense que ça fait la différence. Et rien que quand toi tu m'avais accompagné à l'époque, ça m'avait fait un déclic qui avait complètement changé mon business. Ça te fait déjà passer à un next step, après tu reprends, tu refais autre chose, un autre coaching ou autre, ça te fait passer un step au-dessus, un step au-dessus. Et je pense que continuellement il faut investir sur soi. Je pense qu'à vie en fait. À vie. Que ce soit, encore une fois, putain, prenez du coaching fitness, bordel. Non, mais c'est une réalité dans le sens où c'est des investissements sur soi et ça te fait passer à des niveaux supérieurs parce que c'est là où je me suis rendu compte récemment à travers, comme tu l'as dit, Alex Hormozi, qui était très pertinent parce que lui, il te fait sa vidéo, les clickbait, forcément, elle est sur quoi il faut investir. Alors, tu regardes tout de suite et il te dit sur toi. Et là, tu fais je m'attendais à un truc magique. Et en fait, non, vraiment pas. Et en fait, vaut mieux acheter des Rolex et les revendre plus cher, limite. Si tu connais les Rolex, si tu connais, voilà, exactement. Si tu connais tous les modèles, si tu connais il faut que ce soit le passé de chacun des compétences, modèles, le nombre de cycles qu'il y en a, le nombre de séries, le nombre de mondes qui sont créés, il faut être passionné en fait. C'est un truc de ouf. Ouais.
Donc là, aujourd'hui, clairement, je pense que s'il faut retenir d'une chose, c'est ça. Le livre d'Alex Hormozy, tu l'as lu ou pas? 100 Million Offers. Ouais, tu l'as lu ou pas? Incroyable. Tu l'as? Je l'ai. Tu me le prêtes? Ouais, j'ai fait un résumé sur ma chaîne YouTube, tu peux aller le regarder. Ouais, mais je veux le livre aussi. Parce qu'on le trouve plus. Hein. Si, sur Amazon et sur Kindle. Ouais, mais sur Kindle. Moi, j'aime pas Kindle. Ah, mais sur Amazon, il y est pas. Hein. Ah, ouais, mais tu l'as sur Kindle. Mais t'as pas le livre en fait. Bah, je l'ai si je l'ai sur Kindle. Ah, mais nul. Moi, je veux le vrai livre. Putain, merde. Parce que je me suis dit, il est introuvable ce putain de bouquin. C'est un super bouquin. Je pense que c'est le bouquin business qui m'a fait le plus avancer. Sérieux? Ouais. Vas-y, cet après-midi, je prends un abonnement Audible. Ouais. Et là, il sort Parce un qu'il nouveau. il y a soit Kindle, soit Audible. Ouais. Et Audible, je vais reprendre un abonnement. Bah en fait, de toute façon, ils te demandent de faire les deux en même temps. Ils te demandent de le lire et de l'écouter en même temps pour que l'information, elle soit intégrée encore plus vite. Ok. Donc en fait, tu prends les deux et tu lis et tu écoutes en même temps. Ok. Et tu peux écouter un peu plus rapidement, donc tu gagnes du temps et en plus, tu intègres beaucoup plus de choses. Je vais faire ça. Putain. Parce que ce bouquin, tout le monde en parle. Et je fais, c'est quoi? Ouais, Puis j'ai vu la cover et on dirait un vieux bouquin. Je me suis dit, ça sort d'où ça encore? Et après, j'ai compris. Et en fait, ce mec, en plus, il est trop drôle. Enfin, il a un personnage. C'est un génie. Il est génial. Il a 40 ans. Il a une shape. Enfin, déjà, il fait halluciner. Ouais. Et puis, il parle avec, encore une fois, une facilité et relax. Ouais. Il est tellement pas sérieux. Et en fait, moi, c'est qui j'aspire à devenir parce que je suis pas sérieux. Et des fois, ça me dessert sur le marché français, mais je suis pas quelqu'un de sérieux, je m'éclate et moi, je veux rigoler, j'ai pas envie, tu vois. Après, est-ce que les gens recherchent forcément du sérieux? Je sais pas, je suis pas sûr. On verra, je ne sais pas. Et ça, tu touches, après, tu attires qui te ressemble, quoi. C'est ça aussi que je veux faire, démocratiser un peu sortir de ces normes. Tu te caractériserais comment, toi, aujourd'hui, en termes de personnage, ce que ça tire, qu'est-ce que tu aspires à devenir aujourd'hui? Comment je me définirais aujourd'hui? Honnêtement, je sais pas trop. Ouais. Je pense que si on parle d'internet, qui tu veux devenir en fait, c'est surtout là je suis en train de globaliser. Pas de comment je suis aujourd'hui, plutôt l'avenir. Plutôt en fait, qu'est-ce que tu aspires à devenir? Quelle est la next step pour toi? Où est-ce que tu veux aller? C'est vraiment un truc sur lequel je suis vraiment en train de plancher en ce moment, tu vois. Ok. Que jusqu'à aujourd'hui, tu vois, j'ai pas vraiment de réponse. Jusqu'à il y a quelques mois en arrière, tu vois. Et justement, quand je rentre un jour, je suis aux États-Unis et il y a une nana qui me dit, mais tu feras quoi dans 10 ans, tu vois. Et là, je regarde, je dis, je sais pas. Elle me dit, comment ça, tu sais pas? Et là, elle me dit, mais en fait, si tu n'arrives pas à te projeter, si tu ne sais pas quelle personne tu veux devenir, comment est-ce que tu veux savoir ce que tu dois faire maintenant, tu vois? Et là, je me dis, putain, mais elle a raison. et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que je veux que Lohan devienne? Et je vais un peu plus loin dans le truc et je me dis, si j'ai 85 balais, tu vois, que j'arrive proche de la fin de ma vie, voire même la fin de ma vie, tu vois, et on va même aller plus loin dans le délire, je te dis clairement ce truc auquel je pense, je me dis, je suis dans mon cercueil demain, tu vois, là il y a tout le monde qui vient, tout le monde qui a envie de venir à mon enterrement qui est là, et ce jour-là, quand les gens vont prendre la parole, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie que les gens disent de moi? Et qu'est-ce que j'ai envie que les gens quel est le souvenir que je veux laisser en fait sur cette terre, tu vois. Okay. Et moi, ce que j'aimerais bien laisser, du moins pour les personnes qui m'entoureront, parce que tu sais très bien, je fais un peu de philosophie et de mes trucs un peu bizarres. Mais j'aime bien. Mais moi, ce que je me rends compte au fur et à mesure, c'est que on a beaucoup de gens. Là, en plus, moi j'arrive à la trentaine, tu vois. T'as pas 30 ans là? Non, je les ai bientôt. C'est le chien, t'es grave plus jeune que moi en fait. Là, j'ai 32. Ouais, grave, ça va. Tout le monde me dit que je fais plus vieux et ça m'embête aussi. Moi, tout le monde me dit que je suis plus jeune. mais tu vois, plus ça va, plus on avance dans ces âges-là, plus tu vois de plus en plus de personnes qui tombent malades, qui meurent, etc. Et moi, ce que je me rends compte, et même des gens connus que tu connais, et tu te dis, mais en fait, quand ils meurent, derrière, on n'en reparle plus jamais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien même sûr. Des gens très connus. Et je me dis, moi, à mon niveau, je ne suis pas connu, je ne suis pas grand monde, etc. Donc, il n'y a pas grand monde qui va se souvenir de moi. Mais il y en a quand même qui vont s'en souvenir, ce seront les gens de ma famille ou les gens qui sont très proches. Et moi, je me suis dit, si je dois penser à ces gens-là, ma famille, mes amis, mes futurs enfants, qu'est-ce que je veux? Parce qu'ils se rappelleront de moi, c'est une certitude. Quelle est l'image que je veux, tu vois, qu'ils aient de moi après ma mort? Okay. Et de là, je suis parti de ce truc-là et de me dire à quoi j'ai envie de consacrer ma vie. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que ma vie, j'ai envie de la consacrer à juste aider les gens à vivre une vie meilleure. Et ce que j'ai compris, c'est que pour le faire, certains, comme toi, vont le faire au travers de l'entraînement, la santé, le bien-être physique et mental. Et moi, je vais utiliser du coup ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire créer des business qui permettent de devenir libre
et de pouvoir vivre la vie qu'ils veulent. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je peux avoir l'impact. Et si je peux avoir, je pense que ma vie sera réussie si mes proches pourront dire, tu vois, le jour où je décède, Lohan, il a dédié sa vie à aider les autres à vivre une vie meilleure, tu vois. Honorable. Ouais. Donc, J'aime c'est bien. là où j'en suis arrivé et c'est comme ça que se feront les futures étapes, quoi. J'aime bien. C'est vrai que j'aime beaucoup le point que tu dis, où est-ce que tu seras dans 10 ans? Parce que c'est souvent un truc où on a tendance à l'oublier parce que c'était un truc typique dans les interviews, enfin les entretiens de l'époque. Ouais. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ouais. Et tu sais jamais. Mais je pense que c'est même pas où est-ce que tu te vois, c'est qui est-ce que tu veux être dans 5-10 ans en termes de mindset, en termes de possibilités que tu auras autour de toi. Et c'est là où tu peux designer un plan. Et je trouve que c'est hyper pertinent que tu mettes le doigt là-dessus parce que généralement, et même moi, je vis quand même au jour le jour. Ouais. Mine de rien. Je sais que je vais retourner vivre à l'étranger, mais j'ai du mal Ouais. à projeter au-delà de 2 ans. Généralement, je vais te dire, ouais, dans 2 ans, je serai à peu près comme ça. Mais je vais avoir du mal à voir plus loin. Tu vois, autant, je suis passionné par l'anglais. De toute façon, c'est plus un secret. J'ai adoré ma vie en Australie. J'adore quand je vais en Angleterre. J'adore parler en anglais au jour le jour. Mais là, je me redirige vers des pays plutôt latins où bah, tu ne parles pas forcément anglais. C'est cool parce que de plus en plus, il y a ce cosmopolitisme, ces melting pot de gens de partout, avec l'ouverture des frontières et la mondialisation qui permet de parler beaucoup anglais. Mais peut-être que tu vois, en fait, j'ai envie de retourner vivre aux États-Unis. Ouais. Peut-être que j'ai envie de retourner vivre en Australie. Et j'arrive pas à me planifier ça. Parce que même à l'heure d'aujourd'hui, je sais que quand j'ai vécu à Sydney il y a 7 ans, je suis rentré. J'y étais pas retourné depuis. Et là, j'y suis retourné 2 semaines et demie, il y a 2 mois. Et c'était une révélation, c'était incroyable. J'étais putain, en fait, j'aimerais trop rester ici, c'est trop bien. Ouais. Mais après, j'ai vu les limitations tout de suite, le décalage horaire. Et je me suis dit, putain, alors ça va vraiment me péter les couilles. À moins que j'arrive à optimiser mon business, à l'automatiser et que je ne m'occupe plus des coachings comme on en parlait plus tôt et que du coup, j'ai plus besoin d'être calé sur les débriefs, coaching, tout ça, je peux pas le faire. Ouais. Donc quelque part, je me dis, si un jour j'ai envie de rebouger en Australie, il faut que je sois en mesure de créer ça. Donc quelque part, ça me trace quelque chose, une ligne directrice vers mon business de il faut que je sorte du coaching en fait. Ouais. Enfin, que je reste dans le milieu du coaching, mais que ce soit plus moi qui coach. Donc ceux qui je coach aujourd'hui, soyez contents parce qu'un jour ce sera plus le cas. Non, ou différemment. Ce sera différemment. Mais oui, non, c'est clair. Et du coup, c'est ce genre de choses où j'ai du mal moi, à me projeter, mais je trouve que c'est extrêmement important. Mais je pense que c'est hyper difficile. Tu l'as très bien dit. On fait plein d'exercices, tu sais, en dev perso, machin, de dire ok, dans 1 an c'est quoi, dans 3 ans c'est quoi, dans 5 ans c'est quoi, dans 10 ans t'aimerais quoi, etc. Mais en fait, c'est trop difficile. Bien sûr. Parce que c'est la vie en fait, ça change toujours. Mais par contre, s'il y a bien un truc qui peut être imaginé, c'est pas forcément l'environnement, etc. Même si on peut dresser une peinture ou un dessin de à quoi on aimerait que ça ressemble. Mais je pense que comme tu as très bien dit, c'est de qui on veut devenir. Tu vois. Et encore plus loin que ça, c'est quel souvenir on veut laisser. En tout cas, moi, c'est ce qui me parle personnellement le plus. Tu vois. Et là, j'arrive à me projeter et de dire, ok, qui et quel souvenir je veux laisser. C'est comme ça, personnellement, que j'arrive le mieux à faire cet exercice-là. Moi, je veux devenir Steve Cook. Tu peux. Tu vois qui c'est Steve Cook? Bien sûr, on en a déjà parlé, je pense, ensemble. Ah, Steve Cook. Marcus Philly. Marcus Philly, j'adore. Ouais. Mais le personnage de Steve Cook, il est ouf. Tu sais, en plus, moi, si tu veux, pour te remettre dans le contexte, vu que j'ai perdu mon père très tôt, j'ai pas eu vraiment d'image paternelle. Donc, je me suis rattaché à des personnages famous la plupart du temps en me disant j'aimerais être comme ça. Tu vois, des gens comme Chris Hemsworth, j'aime beaucoup. Tu vois, Thor, enfin, ce mec hyper inspirant. Des mecs comme ça, ouais, l'application Center. Et des mecs comme Steve Cook, sa bonne humeur, son physique, ce qu'il apporte, je me suis dit, j'aimerais être ça. Bon, le problème, c'est qu'il faut 1 million d'abonnés. Donc, ça, c'est le problème. Mais en tout cas, l'image, parce que c'est un mec qui a 10 ans de plus que moi. Est-ce qu'il faut 1 million d'abonnés pour être comme ça, ou est-ce qu'il faut être comme ça pour avoir 1 million d'abonnés? Ah, c'est pertinent, en effet, c'est possible. Ça rejoint le truc de qui est-ce que tu veux devenir. Qui est-ce que tu veux devenir? Et j'ai envie de m'approcher de ça, mais aussi, je me dis, je suis déjà un mec qui est pas trop français dans sa tête, mais du coup, ça plaît pas trop en France. Ouais. Il y a aussi ça, encore une fois, tu vois, on arrive sur une certaine limitation. Est-ce qu'il faut que je rentre dans certains codes pour du coup plaire davantage à cette niche française? Parce que potentiellement, un Steve Cook, pour un Français, c'est un connard arrogant avec sa tête de surfeur, tu vois. Ouais. Après, c'est t'as plein de paramètres à prendre en compte. Est-ce que c'est facile d'avoir 1 million d'abonnés en France? Non. Non. Tu vois, je veux dire, les gens qui ont 1 million d'abonnés en France, tu les comptes sur, oui, c'est vrai. Hein. sur les doigts de la main. Pourquoi? C'est qu'il n'y a pas la taille de personnes suffisantes pour avoir cette audience-là.
Après, est-ce que tu peux adapter au marché? Je pense que tu peux adapter comme partout. Je pense que Steve Cook, il est mal vu par certaines personnes Bien sûr. le monde anglophone et comme nous dans le monde francophone. Ouais. Non, t'as raison. Mais c'est vrai que moi, ça a toujours été un peu un goal, ce mec. Ouais. Mais je me souviens qu'on en avait déjà parlé. Ouais, c'est possible. C'est possible. Parce que je tire beaucoup d'inspiration de ça. Et moi, je suis très inspiré par mon père, forcément. C'est lui qui m'a transmis cette passion de l'anglais, déjà. Ça, je lui en suis éternellement reconnaissant. Ouais. Parce que je l'ai perdu tellement tôt qu'il y a trop de trucs que j'ai pas pu faire, j'ai pas pu partager. C'est quoi donc ton père, c'est lui qui te met dans le monde, dans l'anglais? En fait, pas vraiment. Lui, il s'est mis tout seul là-dedans. Ouais. Il a décidé de partir du jour au lendemain. Il était plus avec ma mère déjà, donc je le voyais peu. Mais du jour au lendemain, il a dit je veux devenir acteur à Los Angeles. Okay. Mais imagine, remets ça dans le temps de l'époque. C'est 20 ans après Arnold Schwarzenegger, mais c'est dans la même lignée, tu vois. Arnold, il a marché, mon père, il n'a pas marché. Mais il a fait la même chose. Il était inspiré, il l'a rencontré là-bas, etc. Donc, tu avais cette époque où tu n'avais pas de réseaux sociaux, évidemment. Donc, pour le contact, c'était impossible. Moi, j'attendais le coup de fil tous les 3 mois parce qu'il m'appelait une fois de temps en temps avec une carte prépayée. Enfin, c'était n'importe quoi. Ouais. Tu n'avais pas de... Je viens d'arriver à LAX. Non. Tu savais même pas si l'avion avait atterri. J'ai appris, je sais pas combien de temps plus tard, que dans l'avion, il avait eu une méningite, qu'il avait failli crever, tu vois. Ouais. Et tu dis, mais quoi? Il a failli crever plusieurs fois, mourir, décéder plusieurs fois, avant qu'il décède réellement, malheureusement. Mais du coup, il me met, en fait, si tu veux, le jour où il me donne l'anglais, il rentre en France, et il avait des gars à qui il parlait anglais. Je sais pas pourquoi, de s'amuser, mais il parle avec un anglais parfait. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Ouais. Accent américain, et quand toi, t'es né en France, déjà, t'es mis dans un cursus pas du tout international. Faut le dire, c'est moche. Mais t'es pas poussé à regarder des films en anglais. Tous les films que tu vois, les Brad Pitt, les machins, les gars connus, toi, t'es habitué à leur voix française. Et des fois, tu regardes un film, oh, c'est pas sa bonne voix. Ferme ta gueule. C'est juste pas sa voix du tout. Ouais, c'est doublage de merde. Et ça nous met déjà dans un bain de confort que je déteste. Et le meilleur truc que tu peux faire quand t'as des gosses, c'est les mettre dans l'anglais tout de suite parce que c'est des éponges. Et grâce à lui, j'entendais cette nouvelle voix, cette nouvelle personne, en fait. Parce que quand tu vois un mec parler anglais, que tout ce que tu as entendu sortir de sa bouche, c'est des mots français, l'intonation change, la voix change. Et tu te dis, waouh, tu reconnais plus ton père, en fait. Tu te dis, c'est qui lui? Et puis en fait, ça m'a passionné. Je me suis dit, moi, je veux ça aussi. C'est trop cool. Et du coup, j'ai appris l'anglais le plus tôt possible. Je prenais des options anglais au collège en plus parce que je savais que ça allait me servir. Et c'est le truc que je reproche au système français aujourd'hui, c'est que quand on te met à l'école, on te donne un panel de matières, mais on ne te dit pas pourquoi tu le fais. Alors que l'anglais, on ne me l'a pas dit non plus, mais moi je savais pourquoi je le faisais, mais ce qui n'était pas le cas, et moi je pense que j'ai eu une chance à ce niveau-là, c'est que tous les autres, dans leur famille, il n'y avait pas de ça. Donc tous les autres ne savaient pas pourquoi on leur demandait d'apprendre l'anglais. Clairement moi. Toi, t'es une bite en anglais aujourd'hui? Maintenant, je commence à devenir bon. Ouais, en plus, tu fais du master. Voilà, je prends mes cours d'anglais en plus, j'ai mon prof d'anglais 2 fois par semaine, tu vois, tout comme ça. Mais parce que j'ai compris pourquoi. Ouais, parce que tu as compris pourquoi. Mais du coup, avant, on ne te l'a pas dit pourquoi. Non. Et c'est malheureux. Et c'est quand tu sors, je me rappelle, les premiers coachings que j'ai dû faire en anglais, les premiers clients que j'ai eu en anglais à Genève, parce qu'en France, tu n'as personne qui parle en anglais. À Genève, je suis arrivé, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais me démerder? Tu vois. Et j'ai fait une petite galipette un jour, je disais aux gens, ok, moi je t'entraîne avec grand plaisir, par contre toi tu m'apprends l'anglais en échange. Et en fait on faisait un échange de bons procédés, tu sais, d'entraînement d'anglais, de trucs. Excellent. Mais aujourd'hui ça a changé ma vie. L'anglais a changé ma vie, clairement. Parce que j'aurais jamais pu avoir accès, tu le sais très bien, et je pense que c'est ce que tu prodigues quand tu parles de se lancer dans l'anglais, apprendre l'anglais, lire des bouquins en anglais, regarder des séries en anglais, se former éventuellement en anglais, prendre des cours d'anglais. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, les principales informations les plus intéressantes dans le monde sont en anglais. Exactement. Et on n'a personne pour les traduire en français. C'est ça, et c'est surtout une question au-delà de, sans rentrer dans le technique, c'est si tu sais parler anglais, que tu vas dans le marché anglais anglo-saxon, dis-toi que c'est le futur. Parce que c'est ce qui va arriver dans 5-10 ans. Bien sûr. Et c'est ça qui est ouf. C'est c'est de l'avance en fait qu'ils ont. C'est pas de se dire c'est mieux, c'est pas que c'est mieux, c'est qu'ils sont en avance parce que ça va arriver ici. Oui. Le CrossFit, il était présent aux États-Unis bien longtemps avant que ça arrive en France. Tout. Après, c'est arrivé en France, c'était la magie. Bah non, mec, ça fait déjà 5 ans que ça existe là-bas. Clairement. C'était un truc de ouf. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut se diversifier, il faut apprendre. Et j'aime bien le CrossFit pour cet aspect-là, parce qu'ils ont amené une culture anglo-saxonne. Tu arrives dans un CrossFit box, déjà c'est une box, le CrossFit, déjà quoi une box? CrossFit, déjà c'est un mot anglais. Tu arrives, tu fais un WOD, Workout of the Day, tu fais OK, et tous les exos, ils sont en anglais, ils n'ont rien francisé. Et ça, je leur en suis hyper reconnaissant, cette communauté-là. Parce que ça pousse les mecs du CrossFit à parler anglais.
T'imagines quoi c'est quoi qui va arriver dans le monde du sport, selon toi, de la culture américaine, des nouvelles tendances Le functional fitness va voir le jour, vraiment. Il y a ça, il y a la santé articulaire, mobilité, tout ça, où les gens vont prendre conscience que c'est essentiel au bon vieillissement. Ça, déjà, c'est... Bon, je pense que c'est... Dans le milieu du fitness, en tout cas, je pense que c'est vraiment ça. Il y aura toujours un noyau de bodybuilding, machin, mais de moins en moins. De plus en plus, déjà, pour pousser les gens à l'effort, tu as beaucoup de choses qui sont sorties. Déjà, le crossfit, cross-training, tout ça, et ça va continuer à monter. Mais cross-training, crossfit, il y a des gens qui vont se détacher de ça. Ça commence déjà à arriver. Il y a eu changement de management, il y a ça, il y a des dramas, des trucs. Il faut payer des frais tous les mois pour être affilié CrossFit. Mais après, il y a de plus en plus, les gens se rendent compte que d'être affilié, ça apporte plus grand-chose. C'est pas parce que tu t'appelles pas CrossFit que tu vends plus ou que tu vends moins. Et il y a de plus en plus de box qui se désaffilient, qui changent leur nom du coup, et du coup qui donnent un peu plus de touches qui sortent du CrossFit. Parce que le CrossFit, vu que c'est très normé, tu fais des compétitions de CrossFit, donc tu fais des mouvements comme, tu vois, pour moi, le snatch, par exemple, c'est une aberration parce que, c'est pas une aberration, c'est un exercice comme un autre en haltérophilie. C'est de l'haltérophilie. Mais il faut des prérequis articulaires tellement avancés que jamais c'est un truc que tu fais faire à tout le monde. Et c'est quand même le cas. Et quand en fait, si tu veux un exemple tout concret, fais un squat, le cul par terre, lève les bras. Est-ce que tu arrives à le faire sans avoir un bâton dans les mains? Si tu n'y arrives pas, tu n'as pas les prérequis. Donc déjà, si tu sais ça, en fait, arrête. Juste ça, arrête. Et bosse tes prérequis articulaires. Donc il commence à y avoir cette éducation de OK, on va bosser la mobilité, même si c'est un terme qui est jeté à toutes les sauces. Quand on te dit que tu fais de la mobilité, en fait, tu fais juste un peu de mouvement. C'est pas vraiment de la mobilité. Mais au plus il y aura de coachs compétents et formés dans ce domaine-là qui vont se dire attends, si je donne ça à mes clients, il faut qu'ils aient les prérequis. Il y en a qui le font très bien. D'ailleurs, dans le sud de la France, est-ce qu'il s'appelle encore CrossFit? Je crois pas. Hein. Tu vois, chez Guillaume Guillou. Exceed à hier, je suis allé le voir une fois. D'ailleurs, je voulais faire un podcast avec lui, ça s'est pas fait, il faudrait que je le fasse. J'aime beaucoup son approche parce que du coup, il colle pas au CrossFit. Il fait du CrossFit évidemment, mais son approche, c'est pas du CrossFit à proprement parler. Tu vois, il rajoute sa touche, il est plus. Et je crois pas qu'il soit affilié d'ailleurs. Et parce qu'il a compris que ça lui servait pas à grand chose. Donc plutôt, tu dirais le côté plutôt fonctionnel. En fait, le fonctionnel aujourd'hui, c'est un terme qui en France en tout cas ne veut rien dire. En anglais, on s'en sert encore parce que c'est le functional fitness. C'est plutôt des mouvements du quotidien. Voilà, en fait, le terme fonctionnel, le problème, c'est que c'est vrai que quand tu essaies de le traduire, ça ne veut rien dire. Mais quelque part, je pense qu'il faut juste le qualifier en tant que méthode, de se dire, OK, ça s'appelle comme ça, même si ça ne veut rien dire, parce qu'évidemment, tous les gars du body vont tailler ce truc-là. Et bon, en France, la critique est très facile. Hein. C'est toujours ça, c'est un peu le problème, c'est on pense tout savoir mieux que tout le monde, on a ça, ça marche pour nous, donc c'est forcément mieux que le reste. Il y a plein de méthodes qui marchent. Il n'y a pas une seule vérité. Et quand je vends mon coaching, je dis j'ai une méthode. Je ne dis pas j'ai la meilleure méthode. Je dis qu'elle marche pour moi, elle marche pour mes clients, peut-être qu'elle marchera pour toi. Et c'est pour ça que je veux m'assurer qu'elle va marcher pour toi avant que tu commences. Mais il faut avoir cette humilité-là. C'est comme CrossFit, en vrai ça ne veut rien dire, c'est pareil. C'est cross-training, c'est le croisement des entraînements. On peut te dire ça ne veut rien dire. C'est pareil, c'est juste une dénomination. Il faut s'arrêter, il ne faut pas aller plus loin que ça. Bodybuilding, si tu vas aussi plus loin, c'est pareil, tu vois, ça ne veut rien dire. Construction du corps, ok. Je pense qu'il faut s'arrêter, il ne faut pas s'arrêter à un terme. Il faut s'autoriser à aller plus loin et à découvrir derrière, pas se dire fonctionnel. Mais ça veut dire quoi fonctionnel? Parce que tu peux, tu es plus fort dans tes mouvements du quotidien, mais qu'est-ce que tu fais dans le quotidien? Il y aura sûrement un nom de méthode qui arrivera basé sur l'entraînement fonctionnel. T'en as déjà, t'as des méthodes hybrides aujourd'hui. Je sais que moi, j'ai été un des premiers à l'appeler comme ça, sans pour autant, tu vois, K-Suisse, son truc c'est Hybrid Training System, moi c'est Hybrid Training Club, et en fait on ne s'est pas consulté. C'est que juste que notre approche est hybride. Hello. Coucou. Est-ce que tu peux revenir après dans 5 minutes, on enregistre un épisode? Merci. On n'est pas loin de la fin. J'ai jamais vu cette petite. Ah ouais. Et merde, ça m'a fait perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Oui, on ne s'est pas consulté, mais du coup, on a appelé ça hybride parce qu'en fait, hybride, c'est comme cross-training. Cross, c'est le croisement des entraînements. Hybride, par définition, ça veut dire bâtard. Ça veut dire un croisement aussi. Sauf que bâtard, c'est plus péjoratif que de dire hybride. Mais du coup, on ne s'est pas consulté, mais plein de gens aujourd'hui se vantent d'être coach hybride. C'est juste que c'est plus facile. Mais en soi, encore une fois, ça ne veut rien dire. Il faut juste pas s'arrêter sur un terme. Mais en tout cas, ça, c'est ce que pour moi, la tendance va être là. Moi, j'ai été un des précurseurs, entre guillemets, en France et je me faisais jeter des pierres. Aujourd'hui, on me dit, en fait, c'est trop cool ce que tu fais.
Bah évidemment, ça arrive petit à petit. Mais j'aurais aimé que les gens ils soient plus réceptifs il y a 5 ans quand je faisais du YouTube. Parce que il y a 5 ans, c'était que du body, séance pec, machin. Bah moi j'arrivais avec un truc séance full body, machin hybride. Alors les gens étaient, c'est quoi cette merde? Forcément, là, c'était un peu plus dur de casser le marché et d'arriver dans un truc. Aujourd'hui, c'est plus accepté. Et moi, je pense qu'on va arriver. En tout cas, les tendances de ce que je vois, c'est surtout la santé. C'est comment je fais en fait parce qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte que le bodybuilding les a flingués. Parce que quand tu fais du body, déjà, tu crées plein de déséquilibres. Parce que tu fais un jour ça, un jour ça, un jour ça, mais la semaine d'après. Je parle pas pour les pros. Hein. Ouais. Le mec, population générale, qui s'entraîne vite fait comme ça, bah, il y a une semaine, le jour d'eau, il l'a pas fait, il l'a pas pu. La semaine d'après, c'est la séance jambes qu'il a pas pu faire. Ouais. En fait, il crée des merdes comme ça et c'est pas cool. C'est pas opti. De mon opinion, c'est pas opti. J'en ai déjà parlé. Il y a plein de gens qui sont là. Oui, moi j'aime bien le split. Bah fais. Si ça te fait kiffer, fais. Bon, je vais pas te dire que c'est de la merde. C'est juste que c'est moins optimal et que tu peux mieux faire. Mais si toi ça te plaît, l'aspect kiff, il faut qu'il rentre en jeu aussi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vois cette tendance disparaître parce que tous les anciens du body sont tout cassés. Ouais. Et ont tous arrêté de s'entraîner. Sauf qu'aujourd'hui, on se dit, si on veut bien vieillir, tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup plus la chirurgie esthétique, le botox, le truc pour le anti-vieillissement, anti-âge, machin. L'entraînement, il en fait partie. Ça fait partie de l'anti-âge, mais sauf que tu n'as pas besoin de payer. Enfin, tu payes évidemment pour te former, pour te coacher, pour faire avoir un programme, tout ça, c'est normal. Mais tu ne payes pas pour qu'on t'injecte des trucs. Donc du coup, ça va arriver. Comment je m'entraîne, comment je suis en bonne santé, comment j'affiche un physique, comment, confiance en moi, etc. Mais comment je dure dans le temps, sans être cassé. Comment en fait c'est une prévention aux blessures, entre guillemets, je mets des guillemets là-dessus. Parce que le body, on se disait toujours, c'est pour être beau, mais après t'arrêtes parce que t'es tout cassé. Comme un sport à haut niveau. Ouais. Et tous les sports à haut niveau font que tu vas mettre ta santé de côté. Ça, faut en être conscient. Tu vois, tu fais du foot à haut niveau, t'as plein de blessures. J'ai fait du foot américain pendant plusieurs années, j'ai accumulé pas mal de blessures. Faut mettre ta santé de côté quand tu fais ça. Par contre, du coup, comment privilégier sa santé à travers cette méthode d'entraînement en fait. C'est surtout ça. Et maintenant, les gens regardent ça plutôt que de se dire à 40 ans, je vais devoir arrêter parce que je vais tout casser. Ouais, mais c'est marrant, il y avait déjà un mec qui faisait ça quand même il y a un petit moment, Christophe Cario. Ouais, tu connais, qui avait très lui bien, depuis très longtemps, son programme phare c'est Un corps sans douleur, et qui est à fond là-dessus. Précurseur, mais encore une fois, il venait pas du milieu français. Non, bien sûr. Karatéka pro du milieu. Voilà, il connaissait, je pense que c'est international aussi, donc il avait dû voir ailleurs. D'ailleurs, mais c'est un gars de Toulouse, je crois. Je le trouve formidable. Je ne connais pas du tout, je le trouve formidable. J'avais discuté une ou deux fois avec lui sur Insta, mais très bien ce qu'il fait d'ailleurs, très bonne idée d'ailleurs, et en effet précurseur. Ouais, de ouf. Précurseur. Bon, après, il est resté focus, bon après il a fait plein d'autres choses. Avec son âge aujourd'hui, il a attiré vachement du coup une clientèle remise en forme, plus âgée, du coup moins perf. Forcément, quand tu es plus jeune, tu as envie de perf. Mais lui, à son âge, il performe. Et c'est ça qui est cool. Mais du coup, il va inspirer des gens, mais quand tu as son âge, inspirer des mecs de 20 ans, c'est plus dur quand même. Il faut déjà avoir cette prise de conscience de se dire, mais attends, s'il a 40 ans et qu'il est comme ça, c'est qu'à 20 ans, c'était une machine. Ouais, et puis généralement, t'as pas ce recul-là. Non, t'as pas ce recul-là. Tu veux un mec tout de suite, lui, méga physique. Maintenant, ça. tout de suite, maintenant. Voilà, c'est toujours cette gratification instantanée. Je veux être comme lui. Potentiellement, j'ai pas la génétique, j'ai pas les produits. Moi, il y a un truc qui m'a frustré de ouf, tu vois, j'en ai déjà parlé, mais donc j'ai balancé de la pub où dessus j'affiche mon meilleur physique. Ouais. Quand je sortais de compétition et tout ça, naturel. Franchement, quand tu regardes, c'est un physique d'enculé. Putain de physique. Mais les standards Instagram ont fait qu'en fait, c'est pas un physique énorme parce que maintenant, les mecs sous stéro, sous machin, ils ont des trucs. Et il y a quand même des trolls qui viennent commenter sous les pubs paye ton physique, machin. Chien, tu me compares à quoi? Ouais, est-ce qu'il faut prendre l'avis de ces gens-là? Non, il faut pas, mais moi j'ai toujours du mal avec ça. Ce qui est normal. C'est toujours la prise à cœur qui est compliquée de se dire, et puis après tu vas scruter leur profil et c'est des profils en fait qui valent zéro. Et tu te dis, mais ça c'est terrible, c'est le problème d'Internet. Le problème quand tu es créateur de contenu sur Internet ou que tu fais de la pub. Parce que tu es mélangé à n'importe qui, n'importe quel avis, et n'importe quel avis peut se confronter à ce que toi tu racontes, etc. Et en fait, la confrontation, elle est terrible parce que tu confrontes ton avis avec le cassos du coin, le mec qui a jamais fait de sa vie. Non, mais c'est vrai. Oui, complètement. Et je pense que, en tout cas, c'est mon point de vue, faut pas prendre l'avis des gens sur Internet. Tu as totalement raison. Ou du moins, il faut sélectionner l'avis des gens. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Très, très dur, mais il faut en être conscient. Petit secret, ça m'impacte de ouf, les commentaires des gens. Ce que je fais, c'est que je demande à quelqu'un qui bosse avec moi de supprimer les commentaires sans que je les vois. Ok. Ouais. Excellent. Parce que évidemment, vu que tout est personnel, c'est toujours sur le physique, c'est toujours sur moi c'est les lèvres, t'as les lèvres botoxées, ça me taille sur des trucs. T'as les lèvres botoxées? Non.
Non, mais je prends des tailles, je prends comme toi en fait, tu en prends 10 fois plus que moi, mais moi j'en prends 5, 6 par jour. Mais en fait, si je dois passer du temps à me dire mais qu'est-ce qu'il raconte, est-ce qu'il a pas raison, et que si je dois me remettre en question à chaque fois que quelqu'un me taille alors que je sais même pas qui c'est, d'où il vient, pourquoi je devrais prendre son avis, en vrai. Ok. Ouais, non, t'as raison. Tu vois, T'avances jamais. Et t'avances jamais, c'est moche parce que c'est vrai qu'après tu te remets en question en disant mais je suis vraiment comme ça. Alors que non. Ouais, et moi souvent ce qui est arrivé c'est en gros connard arrogant quoi. Mais en vrai non, tu vois, mais je suis très humble, mais j'ai l'impression, je me dis putain c'est l'image que je donne, fait chier, Non, tu vois, c'est pas l'image que tu donnes, c'est leur perception. alors c'est leur perception, mais c'est surtout ce que ça leur renvoie à eux. Ouais. C'est même pas comment eux ils perçoivent. En tout cas, encore une fois, c'est mon point de vue. Mais généralement, quelqu'un qui va commenter un post chez quelque chose, c'est que c'est venu le chercher quelque part. Ouais. Tu vois, il y a un truc chez toi qui est venu chercher cette personne. Peut-être que tu es plus beau que lui, peut-être que tu parles mieux que lui, peut-être que tu oses mettre ta gueule sur Internet et que lui, il ose pas, tu vois. Peut-être que tu es en train de faire ce que lui, il aurait toujours rêvé de faire. Et en fait, c'est même pas toi, en fait, c'est surtout à propos de lui. Ces insécurités à Mais lui qui sont projetées sur toi. Ouais. Clairement. Et encore pire, s'il arrive encore à te mettre un commentaire par-dessus, c'est 10 fois pire. Tu vois, c'est que lui, il est vraiment touché par ce que tu fais. Ouais. Ok, hyper intéressant. Tu aurais un truc à rajouter, à retenir dans... Parce qu'on on a bien parlé, on est allé beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Parce que moi, c'est toujours pareil. Je fais 2-3 bullet points et je sais qu'on va élaborer et que ça va sortir du lot. Enfin, que ça va sortir pas du lot, mais du cadre. Et que derrière, il va en ressortir des nuggets, des pépites. Et, nuggets, ça veut dire pépites au passage hein, pour les gens, parce que c'est pas les chicken nuggets que tu as à McDo. Les golden nuggets, voilà. Bah écoute, cool. Les gens, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver aujourd'hui? Podcast et puis Insta. Podcast et Insta, tape Lohan Boucher. Lohan Boucher. Parce que tu as un podcast, Ouais. et tu m'as mis au courant ce matin. Ouais. Donc tu vois, je savais même pas, il a 50 épisodes déjà. Ouais. Donc, Et je prends plaisir à le faire. Ouais. Donc sur le podcast, c'est Lohan Boucher, le show, ça s'appelle. Le show. Et sinon sur Instagram, Lohan Boucher. Où tu parles principalement de. Je parle d'entrepreneuriat, Ouais. développement personnel. Ok. Et j'aime bien parler un peu de mon parcours d'entrepreneur et les différentes étapes, etc. Storytelling, hyper pertinent. Super, cool. Eh ben écoutez, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Allez voir le compte à Lohan, je mettrai en description de toute manière ces liens. Laissez une review sur le podcast, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est pas intéressant, c'est pertinent, il faut le faire parce que c'est ça qui projette le podcast. Partage avec un pote. Et ça, je le dis tout le temps, en vrai, c'est trop simple. Ouais. T'as un truc qui te plaît, tu le partages avec un pote. Si tout le monde fait ça, tu doubles ton audience. Ouais, clairement. C'est rien. C'est mon pourboire. Faites-le pour ça, c'est gratuit. J'ai fait le trajet, j'ai amené le matos, Ouais. j'ai passé 2 heures. On a passé 2 heures, j'ai même pas il est 11h. C'est gratuit, et c'est plein de valeur ajoutée, mais surtout mettez en application tout ce qu'on vous dit dans ces épisodes, c'est utile. Prenez pas juste l'information, accumulez juste la pas, utilisez-la pour des actions de votre quotidien. Sortez une idée de chaque épisode. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est que c'est une formation, ça vous aide. C'est spontané, mais ça, moi je suis à chaque fois agréablement surpris quand je fais intervenir quelqu'un parce qu'on a toujours des trucs qui sortent auxquels je ne m'attendais pas. Et c'est trop cool. Merci Lohan d'être intervenu. Merci à Spirit Boxing de nous avoir accueillis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on n'est pas ni chez moi ni chez Lohan. On a eu la chance d'être accueillis dans un gym de boxe sur Annecy. Donc trop cool. Merci à tous. On se voit semaine pro. Peace!